Bonjour à toutes et tous, salut Jom, salut Julot, salut Soupapus, salut Zutrezut, salut Cristal aussi. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024, il est 20h à Brisbane, il est 13h à Moscou, 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est bien sûr et surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue les amis, installez-vous, on est ensemble pour 2 heures de stream avec vous dans le chat bien sûr, les fidèles, les nouveaux, ceux qui sont chaque semaine au rendez-vous et puis ceux qui nous rejoignent peut-être par hasard, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités que je vais vous présenter dans une minute. Dans le studio il y a aussi l'ami Cyril à la Réal qui vous fait coucou derrière la régie, le camarade Jérémy qui est avec vous pour vous répondre dans le chat. Donc par écrit, posez vos questions directement. Moi, je les relais à nos invités. On essaie bien sûr de vous répondre. Au programme de ce midi, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a répondu hier soir à un aéropage de journalistes au palais de l'Élysée. Un rendez-vous avec la nation un peu inédit, retransmis à la télévision, censé relancer le quinquennat, une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, avec pas mal d'annonces. On va essayer de mettre en perspective ce qui a été dit. Ce sera jusqu'à 13h à peu près. Dans une seconde partie de stream, on va parler de l'Équateur plongé dans une crise sécuritaire majeure sur fond de guerre des gangs et de trafic de drogue. Et en fin de stream, les camarades de Thomas Célin et Franck Ballanger, reporters à Radio France, viendront nous causer des coulisses de leur voyage en Côte d'Ivoire. Nos deux copains qui s'envolent pour Abidjan dans 2 semaines à l'occasion de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'heure et pour l'instant, on jette un coup d'œil dans le rétro du temps qui passe et on rembobine à hier soir avec Emmanuel Macron qui répondait aux questions d'une foule de journalistes au palais de l'Élysée. Un rendez-vous inédit avec quelques annonces, rien de bouleversant, on va en parler, mais qui ont fait pas mal réagir et qu'on va décortiquer avec nos 3 invités. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de communication politique. Vous êtes par ailleurs président de MCBG Conseil, qui est spécialisé dans le conseil en communication personnelle pour les dirigeants. C'est ça, oui, absolument. À vos côtés, Yannick Halimi. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Non, je ne le suis plus. Vous je vous l'avais dit. Non. Je suis éditorialiste politique. Vous êtes éditorialiste politique, je me suis planté dans mes fiches. Bienvenue Yannick, vous êtes donc éditorialiste politique. Et un autre éditorialiste politique, Patrice Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique et vous avez commis Le Chat et le Renard, président et Premier ministre, 2 ou 3 choses que je sais d'eux, un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire et dont on parlera peut-être un petit peu en fin de stream. Bonjour et bienvenue à tous les 3. Au final, hier soir, peu d'annonces, l'éventuelle généralisation du port de l'uniforme à l'école, peut-être le service national universel, le SNU en classe de seconde, 10 opérations par semaine contre les dealers. Le président de la République avait promis un grand rendez-vous avec la nation. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué ? Qui veut ? Manquer, moi je ne dirais pas ça. Il y a la face, non pas sombre, mais la face décevante et la face qui n'est pas si ratée que ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu ou très peu d'annonces, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On ne va pas faire tout la panoplie des annonces qu'il a annoncées, aussi bien sur l'école que sur l'économie, que sur les champs sociétaux. Il y en a eu énormément. Là où je vous rejoins, et que ce n'est peut-être pas la grande conférence de presse à laquelle que certains espéraient, enfin à mon avis que beaucoup souhaitaient peut-être, mais que peu de personnes envisageaient, c'est que il n'y a pas de non pas qu'il n'y ait pas de cap, moi je ne dirais pas ça, mais il n'y a pas de changement de cap. Le changement de gouvernement a conforté le cap Macron depuis la fin de son premier quinquennat et surtout depuis depuis la fin de son premier quinquennat et surtout depuis le début de son second quinquennat. Donc cette conférence de presse ne provoquait pas politiquement et j'allais dire logiquement de grandes annonces, sauf évidemment coup de théâtre. Ouais, je pense que, on y reviendra, le président Macron s'est officiellement mis en scène également pour commencer la campagne des européennes en prenant derrière lui Gabriel Attal, son Premier ministre. Patrice, je vous vois acquiescer. Oui, je suis d'accord avec Yannick pour dire qu'il y a plus de choses qu'on imagine. C'était évidemment, moi ce que j'ai retenu d'abord, c'est que c'est un chef de guerre. Moi je trouvais que le moment le plus intéressant c'est quand il a parlé de l'extrême droite et du Rassemblement national avec des mots quand même la colère, je ne sais plus quel est l'adjectif, colère facile et appauvrissement collectif et partie du transformisme. Voilà.
Donc clairement, il a dit les européennes, c'est un moment de vérité. Donc ça veut dire qu'il met la barre assez haut pour lui, parce que dans les sondages, les intentions de vote actuellement, il y a une dizaine de points, ce qui est énorme d'écart entre la liste de Bardella et celle de la majorité présidentielle, dont on ne connaît pas encore le chef de file. Mais il est aussi sur la perspective de 2027, parce qu'il a une obsession, c'est de ne pas être le président qui accueillera fin mai 2027 sur le perron de l'Élysée Marine Le Pen. Ce qui remettrait en cause son bilan, c'est-à-dire qu'on risquerait à ce moment-là de ne retenir que cette image de deux quinquennats. Donc ça me paraît important. Deuxième chose, c'est qu'il prend acte, sans le dire, de la situation politique et arithmétique parlementaire. C'est-à-dire qu'il lui manque 40 députés pour faire la majorité. Donc on a bien compris, avec le nombre de mesures concrètes, qu'il allait beaucoup gouverner avec Attal, mais avec des circulaires, l'éducation nationale, des décrets, et pas les grandes lois comme on en a vécu, comme on a celle de l'année dernière sur l'immigration ou sur les retraites. Et puis il y a un positionnement qui, je crois, est assez clair. Pour ceux qui vous écoutent, qui sont lycéens ou de jeunes étudiants, autour de l'ordre. Alors certains disent que c'est de la nostalgie, que ça, oui, on peut penser que ça il y avait des choses que la Marseillaise, l'uniforme, qui s'adressait peut-être plus aux grands-parents qu'aux élèves. En même temps, les élèves et les étudiants, je pense qu'ils ont été intéressés, comme les parents, sur ce qu'il a dit, mais qui n'était pas très précis. Il faut attendre de voir comment c'est mis en œuvre par les écrans, la régulation des écrans pour les jeunes. Bon, il faut voir ce que ça va donner, parce que c'est un petit peu flou. Et le modus vivendi est un peu vague pour l'instant. Philippe, sur la séquence ? Alors c'était plus une intervention qu'une conférence de presse, c'est-à-dire qu'il a fait 20 minutes de propos et puis ensuite il y a eu des questions qui étaient assez balisées, assez polies, donc il a jamais été en difficulté, c'est assez confortable pour lui. Après sur le fond, il a effectivement préparé les élections européennes et puis il draguait les électeurs de base macronistes, c'est-à-dire plutôt seniors, plutôt CSP+, qui risque de ne pas voter aux européennes. Là, ce qu'on constate, c'est un désengagement de l'électorat macroniste. Donc la priorité qu'il a, c'est de le remobiliser, de le remettre en état de marche, éventuellement d'empêcher qu'il parte au RN. Donc il y a une sorte de compétition à distance avec Marine Le Pen sur cet électorat âgé, conservateur, que le RN grignote de scrutin en scrutin, et notamment lors des dernières européennes, ils ont amélioré leur marge sur cet électorat-là. Donc il faut penser que la vie, votre vie, c'est un marathon, ma vie aussi c'est un marathon, mais pour les politiques c'est une série de courses rapides, c'est des sortes de petits 100 mètres qu'il faut gagner, et là c'est son 100 mètres à lui. Alors c'est pour ça que ces conférences, elles sont jamais historiques, il se passe jamais rien de grandiose. Il y en a qui ont été historiques. Oui, alors il y a eu des grandes conférences de presse, De Gaulle, Pompidou. C'était une autre époque, mais là on est avec des gens qui ont des préoccupations plus immédiates. Mais il avait choisi le style des conférences de presse de Gaulle. C'était complètement gaulliste. Avec le gouvernement à côté, aux ordres. Gaullien, oui, c'est ça, pas gaulliste, parce que c'est vrai que gaullien. C'était le style gaullien, de Gaulle. Dans les conférences de presse, exactement. La table carrée en surplomb, dans une espèce d'estrade carrée, c'est vraiment de Gaulle. L'ensemble de son gouvernement. Et puis bleu, blanc, rouge à l'excès, on avait l'impression que le drapeau français avait été plaqué sur l'estrade. Ouais. Et il a commencé par une citation qu'on attribue à Éric Zemmour, mais qui en fait est un peu plus polysémique que ça, qui est la France. Pour que la France reste la France. Pour que la France reste la France. Ça donnait le ton d'emblée. Ouais. C'est Éric Ciotti qui avait dit ça aussi. Oui, beaucoup de gens l'ont dit à droite. Après, il a recyclé aussi ses propres formules. Il a parlé d'une France plus forte et plus juste. Il n'y a pas de. Il va vers dans le narratif, il n'y a pas d'innovation. Une phrase qui m'a frappé, qu'il a décliné aussi, c'est que les jeunes vont vivre mieux. Alors que c'est assez contre-intuitif. Parce que les sondages d'opinion prouvent qu'individuellement, les Français sont assez. Pas très majoritairement, mais quand même assez positifs et confiants sur leur avenir personnel, mais que collectivement, ils sont d'un pessimisme absolument incroyable. On connaît tous ces sondages où la France arrive derrière l'Afghanistan, etc. Jamie Callini. Oui, moi j'ajouterais deux petites choses à travers les mots aussi qu'il a utilisés. Après, il faut voir évidemment l'action et la politique qu'il va mener. Pour compléter sur son combat, effectivement sa posture de combat contre le Rassemblement national, vous disiez qu'il s'adressait notamment
à des populations âgées ou qui pourtant commencent à s'intéresser à Marine Le Pen, mais qui ont été le socle. Ça change. C'est ça le problème qu'il a, c'est qu'il s'intéresse de plus en plus au RN. Voilà, et que oui, absolument, voilà, c'est exactement ça. Il y a aussi les jeunes, les très jeunes. On sait, on va dire, c'est pas c'est les sondages, je crois qui prennent la tranche d'âge à un an près de 18-25 votent en majorité pour ceux qui votent. Attention, pour Marine Le Pen et ceux qui sont dans la tranche supérieure, 22-30 ans ou 25-30 ans, votaient en tout cas jusqu'en 2022 pour Emmanuel Macron. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est adressé, et ça c'est aussi une inflexion par rapport au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'est adressé directement aux classes moyennes et populaires. Et ça, c'est la cible. Déjà, c'est la première fois. Déjà acquise non, pardonnez-moi, ce n'est pas la première fois, mais de façon aussi appuyée par le président de la République, parce que c'est vrai que, par exemple, Gabriel Attal, lorsqu'il était au compte public, a été le premier ministre des Finances, enfin, en tout cas, a été le ministre des comptes publics, donc qui s'est adressé et qui avait promis les fameux 2 milliards d'euros de baisse d'impôts, qui a été reprise à son compte, qui a été reprise à son compte par le président de la République, que le président de la République était plutôt, je ne sais plus qui le disait, le président des start-up, le président des villes et surtout des grandes villes, le président nomade, et s'adresse aujourd'hui à ces classes moyennes et petites moyennes, populaires, à peine au-dessus du SMIC, là, ceux qui sont dans l'angle mort, vous savez, trop aisés pour avoir des aides. Il a utilisé l'expression d'ailleurs, angle mort. Oui, ouais. Tout à fait, la France de l'angle mort, c'est quand même un Emmanuel Macron qui là s'adresse et donc incarne une autre France qu'il voulait incarner en 17, 18, 19, 20, etc. Il est vrai que les Gilets jaunes sont passés par là. Première chose, et pardon, je termine, mais il y a aussi, je pense, cette volonté d'Emmanuel Macron de renouer avec l'Emmanuel Macron de 2017. Celui qui était jeune, énergique, et je reprendrai... Et qui vous... Exactement. Et je reprends ces mots. Il a prononcé plusieurs fois, je sais pas, 6, 7, 8 fois les deux mots, j'allais dire, trop de tabous, et sortir des codes et des cases. Et là, il veut renouer, je ne sais pas ce qu'il va faire encore une fois, et quand on est ancré à droite comme il l'est beaucoup plus depuis la loi immigration que la loi Macron 1, qui là était carrément du temps de Macron, ministre des Finances de François Hollande. Il veut renouer avec ce Macron qui fait sauter l'échiquier politique, qui veut déréglementer, remettre en cause les rentes aussi, c'est un mot qu'il a utilisé. Donc c'est un Macron certes ancré à droite, mais qui veut quand même refaire vivre et réincarner ce Macron qui avait 6 ans et demi de moins et qui pouvait encore faire espérer, voire rêver une partie de la population. Dans le chat, on a Christelle qui dit « Pensez-vous que les jeunes sont attentifs à ce genre d'exercice de politique politicienne ?» Entre nous, ce discours est là pour la moyenne d'âge des votants, pas des futurs primo-votants. Patrice, si je m'en souviens bien, hier vous disiez sur France Info, je crois, que tout ceci avait un petit parfum de RTF. Hier soir, oui. Parce que je ne sais pas combien de chaînes diffusaient, 5, 6, 7, 6. Voilà, dont les 2 plus grandes chaînes en termes d'audience. D'ailleurs, audience qui est d'ailleurs tout à fait correcte, hein, ni médiocre, ni triomphale. C'est 8 millions 7, c'est beaucoup et peu à la fois. Enfin, c'est beaucoup. Oui. Parce que c'est beaucoup et c'est peu parce qu'il espérait plus. Mais... Les 2 journaux télévisés, tous les soirs, font autour de 10 millions de téléspectateurs. Ouais. Donc, il devait être un peu déçu à l'Élysée parce qu'il voulait annoncer des chiffres un peu plus triomphaux. Oui, parce qu'il y a toujours les souvenirs de ces interventions pendant le Covid. 37 millions au moment du déconfinement, ce qui est incroyable. Exactement. Non, je disais, c'est vrai qu'il essaie de retrouver l'allant et le souffle du début du premier quinquennat. En même temps, dans les mesures elles-mêmes, on est quand même plus autour de l'ordre qu'autour du progrès. Tout à fait. Là, vous avez une lycéenne ou une étudiante qui vous pose une question.
peut-être que les parents et les grands-parents sont plus intéressés par l'uniforme, par la Marseillaise. Ça semble pas venir des cours de rock. Et l'instruction civique à la prochaine rentrée que les élèves ou les étudiants eux-mêmes. Alors, il me semble qu'il y a la forme et le fond dans la question qu'a posée votre... On dit un viewer, ça peut être un internaute, ça peut être un internaute, ça peut être ceux qui nous regardent. Bon, votre internaute... Vous appelez comme vous voulez. Alors oui, effectivement, ça a peut-être un côté suranné pour notamment cette catégorie de la population qui s'informe, dit-on, beaucoup plus, et merci à vous et bravo à vous sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes Internet, mais sur la forme, même si ça a un côté au RTF, enfin je ne sais pas si ça... je pense que... Le RTF a fait par ailleurs parfois des belles choses. Non mais voilà, d'abord, ne jetons pas, ne crucifions pas tous les grands journalistes et les grands hommes politiques qui ont fait quand même les grandes heures de l'ORTF, aussi contrôlées et sous surveillance est-elle pu être, pardonnez-moi. Et donc moi je pense quand même que quand il y a un président de la République, on pense ce qu'on veut, d'Emmanuel Macron bien évidemment, qui s'adresse non pas à travers un grand discours comme il a l'habitude d'en faire, mais qui répond à des questions même selon un rituel peut-être bien huilé, bien rodé, bien contrôlé. Je pense que ça peut être tout à fait intéressant, et moi en tant que personne senior, j'inciterai les jeunes à regarder. Voilà, au moins au début, mais faire quand même l'effort de regarder et d'écouter. Premièrement, je termine. Et deuxièmement, sur le fond, là, tout le monde dit et tout le monde est d'accord, c'est l'autorité, c'est l'ordre, le progrès qu'a aussi appelé de ses voeux et auquel s'est rattaché Emmanuel Macron, on peut l'espérer, mais on ne le discerne pas à travers les mesures qu'il prend. Mais je ne suis pas totalement certaine que ces mots d'ordre, que ces mots, en tout cas, ne concernent que les personnes de plus de 45, 50, 60 ans. Il y a toute une partie de la jeunesse, je disais tout à l'heure, notamment les plus jeunes, qui votent pour Marine Le Pen, qui votent pour la droite. Il y a toute une partie de la jeunesse, moi je ne peux pas la quantifier, est-ce que c'est 20, 30, 40, 45, 50, voire plus, qui appelle aussi de ses voeux plus d'autorité, plus de références qui sont rattachées à l'histoire, à la nation. Donc on peut penser ce qu'on veut, on peut regretter la génération de 1968. Bref, donc je pense que sur la forme et sur le fond, les jeunes, comme on dit, auraient pu regarder, écouter et s'intéresser à ce que disait le président de la République. Clairement, c'était pas... Alors, ils devraient s'intéresser, en fait. On est tous citoyens, après tout. Mais clairement, c'est pas un spectacle qui était programmé pour eux. Il est difficile de s'entendre dire qu'on devrait porter l'uniforme à l'école, qu'il faut arrêter de regarder les écrans, qu'on est une génération complotiste, c'est l'expression du chef de l'État, et qu'on est potentiellement des émeutiers parce qu'on est déscolarisés et que c'est quand même bien notre faute. C'est pas un message à la jeunesse qui est extraordinairement enthousiasmant, quoi. Tu dis pas ça pour susciter un espoir dingue auprès des 18-25 ans. C'est bien s'ils votent pas Le Pen, mais je pense que là c'était pas son but spécifiquement. Et ce type de spectacle est quand même... moi j'ai 50 ans, je trouve ça vieux aussi comme spectacle, je veux dire. C'est pas possible d'avoir 20 minutes d'intervention liminaire, puis après des questions polies où on lève la main et puis l'Élysée choisit. Il y a un moment. Mais je suis pas énervé comme je suis moins énervé que Patrick Cohen. Parce que tu es de la génération justement des années 90. Je suis la génération qui est coincée entre les boomers peut-être que la génération et les des 25 ans aujourd'hui, qui sont nés avec le 11 septembre, qui sont nés, qui ont grandi avec les crises économiques, sociales, industrielles, peut-être qu'ils n'ont pas le même état d'esprit que les quinquagénaires que tu as. C'est un peu suranné comme spectacle. Enfin, c'est pas possible. Sur le plan on est une démocratie. Sur le plan du spectacle, je trouve qu'il manque quelque chose. Mais objectivement, ça a toujours manqué. Il manque un enjeu. C'est ce qu'on appelle dans la technique journalistique le droit de suite. Exactement. C'est-à-dire que le président, il y a une question, le président répond assez longuement. Et alors, objectivement, il est extraordinairement impressionnant sur les dossiers. C'est une machine de guerre. Il est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Mais après, et c'est dommage que le journaliste puisse pas dire, mais là, vous n'avez... Bon, je prends l'exemple sur la question sur Depardieu. Il a répondu
il a répondu sur l'aspect judiciaire des choses, la présomption d'innocence, etc. Il a là-dessus totalement raison, mais il n'a pas répondu sur le contexte de la question qui était le documentaire ou le magazine, enfin l'extrait de film diffusé par France 2. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ce droit de suite des journalistes qui disent, comme aux États-Unis, mais Monsieur le Président, on vous a bien entendu, mais vous n'avez pas répondu précisément à ma question. Oui, ça, c'est dommage. C'est très compassé, en fait, alors qu'il aurait à gagner lui-même à ce que ce soit plus dynamique. Parce qu'il n'est jamais en difficulté quand il répond à des questions. Il est très bon. Donc, se contraindre soi-même à produire un spectacle comme ça, lisse, c'est pas génial pour lui. Même en termes d'image, moi, je cite souvent Hölderlin, qui est un poète allemand, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Donc, en gros, et en français, il faut se mettre en danger. Et on y gagne en termes de communication. Et ça manque de mise en danger. Et ça, c'est ce qui arrive à tous les présidents de la République au bout d'un certain temps. Ils sont confis dans leur entourage. Et ça les empêche de voir les prises de risque. Puisque Philippe a évoqué une citation, je vais en évoquer une autre. Il y a Joascan qui lui dit dans le chat, c'est la fête aux jeunes sur ce plateau. Bon, il exagère un petit peu. Qui me tient à cœur, même si elle est ancienne, qui est de Jean-Jacques Rousseau, qui, dans le contrat social, a dit « Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferai ou je me tairai. » Alors, vaste programme. Vaste programme. C'est quand même pas inhérent à la démocratie, hein, surtout cette démocratie moderne quand même. Non, Jean-Jacques Rousseau, non, mais c'est le grand sujet. C'est peut-être l'incarnation d'esprit de lumière. Il n'a pas toujours débouché sur des sociétés, des régimes politiques démocratiques. Et il n'a pas appliqué ses principes à sa vie personnelle, mais familiale. c'est sa vie personnelle. D'accord. Mais quand même, c'est le grand sujet, les paroles et les actes. Exactement. Il y a quand même beaucoup de paroles, quelques actes, et président, il veut être concret. Tout à fait. On a bien compris. D'autant plus qu'il est au pouvoir depuis 6 ans et demi. Voilà. Et toutes les décisions qu'il a annoncées sont des décisions extrêmement concrètes. Il n'a pas annoncé une grande loi. Il a évoqué la fin de vie, où là, il faut passer par le Parlement. Il a évoqué la loi Macron 2. Oui, ce qui lui permettait de tacler son ministre des Finances qui n'aura pas de loi, sauf grande annonce d'ici la fin, mais il n'y aura pas de loi Le Maire. Pour le moment, il n'y a pas de loi Le Maire et il nous promet une loi Macron 2 pour renouer, pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi, avec le Macron, même avant le Macron président, qui doit déréglementer, qui doit libéraliser. Alors, par contre, on ne sait pas ce que ça va recouvrir, est-ce qu'il va faire sauter les réglementations et les corsets juridiques et corporatistes certaines professions, ou de s'attaquer aux règles du chômage et mettre la pression sur les chômeurs, ça on n'en sait rien. Moi qui suis l'aîné ici très nettement, malheureusement pour moi, la simplification administrative, ce discours qui est très intéressant, moi ça fait 50 ans que j'entends ça. La simplification administrative. Voilà. Et donc il est temps de vraiment de simplifier administrativement. Bah oui, mais quand même, enfin, je veux pas, peu importe, je pense pas que ça a intérêt, j'allais dire, il y a eu quand même une loi Macron 1, je veux pas le défendre à tout prix, mais je veux défendre quand même les politiques qui quelquefois font ce qu'ils disent, et la loi Macron 1, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on fustige ou qu'on monte au pinacle au contraire, qui s'est appelée aussi l'ubérisation de l'économie, peu importe, on va pas re-rentrer, il y a eu des applications et il y a eu des mises en œuvre qui concernent chacun d'entre nous, et encore 7 ans ou 8 ans après, aussi, donc il y en a eu sous Hollande en matière de création. Hollande, Philippe Macron, c'était 2015, donc c'était sous Hollande. Juste pour dire encore une fois que quelquefois, les politiques font ce qu'ils disent. Oui, alors... Disons-le aux jeunes et disons-le aux internautes qui nous regardent. Je pense que la clarification à droite qu'il a faite hier soir, qui correspond à ce qu'il a clarifié au moment de la nomination de son gouvernement, donne un éclairage assez clair sur les prises de décision qu'il a pu faire, qui sont assez cohérentes rétrospectivement en matière économique ou sociale. Donc je trouve que cette politique à qui il vient de donner un sens clairement conservateur plutôt, et c'est ce qu'il fallait faire. Au moins, ça clarifie idéologiquement les choses, ça permet à la gauche de se reconstruire, et je trouve que c'est très bien, surtout vu les échéances qu'on va avoir. Et lui part à la conquête de la droite face à Marine Le Pen, et il va essayer de faire en sorte de garder la droite de son côté. Et je pense que c'est une clarification bien, d'autant plus qu'il n'a pas de majorité, donc il fallait qu'il le fasse. Je pense que ça, c'est bien. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'agit pas, je dis juste qu'il a agi plutôt d'une manière conservatrice jusqu'à présent. Il est en train de mettre le verbe sur l'action, c'est très bien. Il y a une forme de cohérence qui s'installe. On va pouvoir s'opposer, on va pouvoir retrouver un jeu politique
un peu moins stérile. Ça, je trouve ça intéressant. Yannick, je vous passe la parole immédiatement. Pause au chat d'abord. Jugraph qui nous dit: on a pris l'habitude, Macron parle dans le vide. Yoas Khan qui nous dit: je ne cherche pas les titres pour 2017, mais c'était la même, et je ne comprends pas le sens de votre propos. Yoas Khan, donc on va y revenir tout à l'heure. Silmorine qui nous dit: il a fait déjà la pression sur les chômeurs, Macron. Et ETHS qui nous dit: bonjour, les jeunes ne regardent plus les choses en direct à la télé. Moi-même, je préfère regarder un résumé ou quelqu'un qui va m'expliquer ce qu'il a raconté. Il y a aussi un boycott de Macron qui s'est beaucoup trop foutu de nous. ETHS qui semble représenter donc une part de nos viewers plutôt jeunes. Yannick, pardon. Ah non, mais là, du coup, je vais être un peu en décalage avec tous les propos qui viennent d'être tenus. Je voulais juste préciser quand même quelque chose, enfin préciser, à ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet. C'est vrai qu'il y a un ancrage à droite, ça, qui va le nier, conservateur, peut-être, je ne sais pas. Nostalgique. Nostalgique. Oui, nostalgique. Nostalgique. J'ai trouvé ça très nostalgique. Très nostalgique, Ouais. oui. J'avais l'impression de regarder des photos de Robert Doisneau un peu. D'accord, bon, bah, pourquoi pas. Mais nostalgique d'un temps que ces gens-là n'ont pas connu, il me semble. Enfin, nostalgique. Alors à qui s'adresse-t-il Pour les boomers, si, il y a quand même une connaissance de ce qu'ont été les années 60, même 70. Enfin, les boomers, ils ont 80 ans. Hein, oui, donc, je voulais juste, c'est une génération préciser. je suis désolé, mais ils votent. Ce que je dis à mes étudiants, je dirais ça aussi à la personne qui nous a demandé tout à l'heure pourquoi ça concerne les jeunes, en quoi ça concerne les jeunes. Je dirais simplement, ça concernera les jeunes le jour où les jeunes voteront. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une machine électorale dans la tête, mais comme n'importe quel politicien. Donc s'il pense que vous votez pas, il vous donnera rien. Et la réalité, c'est ça. Donc si vous voulez que ça change, il faut voter. Tant qu'il y a que les boomers qui votent, on aura une politique de boomers avec des gens très mignons comme Gabriel Attal, mais ça restera une politique de boomers. Donc allez voter, et là vous serez pris en compte. Absolument, ça je suis d'accord. Encore une fois, juste, je trouve que c'est quand même, dans le contexte actuel législatif et politique au sens large du terme, il y a quand même un élément qui fait que Emmanuel Macron, toute chose égale par ailleurs, encore une fois, veut garder et garde une connotation de gauche, aussi légère soit-elle, je vais la préciser. Elle est super légère. Je vais la préciser et elle n'est pas totalement légère. Je suis d'accord avec Yannick, c'est chevènementiste. Non, mais c'est l'ordre, l'autorité, non, mais attendez, c'est très précis. Qui a été à des repères dans le sens du printemps républicain, peut-être. Oui. C'est très précis ce que je vais dire, pardonnez-moi. C'est une question lui a été posée, pour le coup, de façon très précise sur l'immigration, sur la loi immigration, et Emmanuel Macron a dit explicitement que lui, contrairement à l'ensemble de... En tout cas les trois quarts, de la droite radicale, de l'extrême droite, ne fait pas le lien. C'était sur l'immigration et sur les révoltes. Sur les émeutes de juin-juillet. De l'été dernier. Lui ne faisait pas le lien entre immigration et sécurité. Ce lien... C'est un marqueur de droite. Ça a été le Sarkozy numéro 2 depuis 2012, depuis 2010. Ça a été surtout Gérald Darmanin depuis un certain nombre de mois. Ça a été Gérald Darmanin qui l'a évoqué, effectivement. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ne vient pas de la gauche, ni même du centre-gauche. Il n'était pas à la conférence de presse, Gérald Darmanin. Effectivement. Emmanuel Macron, lui, tient tout de même à se différencier de l'ensemble, une grande partie de la droite, et ne fait pas le lien entre insécurité et de son gouvernement. Et d'une partie de son gouvernement. Ouais. Ce gouvernement qui est présent autour du président de la République, c'est pas un mélange des genres un peu curieux? Non, la conférence de presse, elle est là pour montrer qu'il est le chef. Non, c'est l'exécutif. Les subordonnés. C'est l'exécutif, parce que c'est pas le chef du gouvernement, donc. C'est le chef de l'exécutif. Donc il a fait attention. Alors pour le coup, il a fait attention à pas trop empiéter sur ce qu'allait faire Gabriel Attal. Il a beaucoup insisté. Non, il l'a dit plusieurs fois. Le 31 janvier, Gabriel Attal fera sa déclaration. Quand même, il l'a répété qu'il n'allait pas empiéter. On peut se demander quand même légitimement. Il a quand même besoin d'exister. Oui, mais ce qui va rester Gabriel Attal en termes d'annonce, parce que le président est allé très loin dans le détail concret quand même. Donnés par Gabriel Attal. Pas surtout sur la santé, il a dit ça. Pas en matière d'éducation. Et d'éducation, et il a porté quand même ses propres précisions jusqu'au ticket modérateur. Disons qu'il s'est modéré pour autant que Emmanuel Macron soit capable de se modérer lui-même. Voilà. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu faire. Il n'a pas fait ce qu'il avait fait à Édouard Philippe, qui était un assassinat en règle. Voilà, la veille. Il a quand même été un peu respectueux de Gabriel Attal. Oui, et il laisse une quinzaine de jours pour concerter. Pour faire on peut attendre du discours politique général, qui est toujours un exercice extraordinairement difficile.
peut-être l'arbitrage sur les prix de l'électricité, par exemple, des choses comme ça. À mon avis, ce sera Bruno Le Maire qui le fera. À mon avis, on verra, le ministre de l'économie et des finances. C'est le sujet de mon bouquin qui sort aujourd'hui. C'est-à-dire le fonctionnement de l'exécutif, il part hors période de cohabitation où là c'est clair. Mais hors cohabitation, il se pose dans la relation entre le président et le Premier ministre, et ce que le président laisse comme autonomie, comme marge de manœuvre au Premier ministre. Et on dit que ça vient du quinquennat. En réalité, depuis De Gaulle, à partir de Pompidou, c'est le président qui prend, qui est le patron de la manœuvre. Voilà. Mais même De Gaulle, quand on lui disait, quand il entendait à l'ORTF des journalistes ou des hommes politiques parler du chef du gouvernement, il disait « Mais non, je vous demande de ne pas parler du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est moi. » Ce qui est contraire à l'un des articles fondateurs de la Constitution, qui est l'article 20 d'ailleurs. Mais en fait, on n'a pas pensé à la concurrence d'image qui allait s'installer entre Attal et Macron. Il n'y a pas de concurrence politique, et je ne pense pas que Gabriel Attal, pour l'instant, n'ait envie de ça. Mais en revanche, il y a une concurrence d'image. Comme ils ont beaucoup improvisé dans cette séquence, ils n'ont pas forcément anticipé l'efficacité d'Attal, sa montée en popularité. Tout ça est très fragile, mais ça existe. Et du coup, on a un président qui se retrouve à devoir exister face à un Premier ministre hyper médiatique et un gouvernement de snipers avec Dati et Dupond-Moretti. Dati qui a attaqué ce matin, le lendemain de la conférence de presse présidentielle. Donc, candidate à la mairie elle de dit Paris. moi les gars, je suis en CDD, donc j'ai accepté le chèque là parce que ça m'aide pour financer ma campagne. Donc maintenant, il va falloir que vous me régliez la facture. Et la facture, c'est pas de candidat macroniste à Paris. Soyons bien clairs là-dessus. Le faire le lendemain, c'est quand même extrêmement gonflé. Et elle capte une grosse partie de l'attention. Ça veut dire qu'elle va entraîner une grosse partie des médias vers elle le lendemain de l'allocution présidentielle. C'est tout le problème de Macron. Il se retrouve face à Attal qui est fidèle, loyal. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais ultra médiatique. Et Dati et Moretti, des gens comme ça qui vont occuper de l'espace. Oui, alors on a mes confrères, si je puis me permettre, en toute humilité, ont cité, je ne sais plus quel poète allemand, je vous prie de m'excuser, philosophe, Jean-Jacques Rousseau. Moi, je citerai... Et vous, Yannick ? Je citerai Baudelaire et l'Albatros. C'est pas mal non plus. C'est pas mal, hein. J'ai écrit une biographie de Baudelaire, je tiens à le dire à vos viewers. Lisez-la pour préparer le bac, on peut dire ça. Lisez cette biographie pour préparer le bac. Par exemple. Pourquoi pas, oui, et même le brevet, c'est tout à fait des collégiens, des lycéens qui nous regardent, nous entendent. C'est les recommandations de mon plateau de vieux. Yannick. Pardon ? C'est ça, exactement. Pardon ? Non, je disais, c'était les recommandations de mon plateau de vieux. Oui, d'accord. Il y avait un de nos internautes qui se moquait. La vieille va parler. Et elle cite Baudelaire en plus. Donc, voilà. Donc, c'est l'Albatros. C'est ses grandes ailes l'empêchent de marcher. Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Il est gaulien. La conférence de presse le prouve. Il est le chef hiérarchique, le parrain, le géniteur presque de son Premier ministre, Gabriel Attal. Enfin, il n'a pas beaucoup repeuplé la France, Emmanuel Macron, parce qu'il nous incite à faire des bébés. Bon, j'entrerai pas sur ce registre-là. Fallait montrer l'exemple. Bon, écoutez, voilà. Donc, on peut en penser ce qu'on veut. Bref, c'est le président d'une 5e République extrêmement présidentielle. En revanche, et je trouve que pour le coup, très peu de questions lui ont été posées là-dessus, c'est les moyens. Non, pas seulement. Non, pas du tout, pardon. Quand je dis ces grandes ailes l'empêchent de marcher, c'est bien beau d'avoir des grandes ailes, encore faut-il décoller. Pour décoller, il faut de l'énergie, et chacun sait que l'énergie aujourd'hui, et comme souvent, comme longtemps, comme depuis longtemps, c'est l'argent. Et c'est aussi les institutions, vous avez parfaitement raison. Les moyens pour avancer, il n'a plus de majorité absolue qui était quand même au cœur même des institutions de la 5e République. D'où pas de grandes lois emblématiques. Pour ce qui suit. Enfin, il y aura quand même l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la fin de vie, et encore une fois, cette loi Macron 2, mais je suis d'accord avec vous, ils vont faire en sorte d'éviter de passer devant le Parlement. Mais il y a aussi l'argent. Et personne ne lui a posé des questions, alors que son ministre des Finances, au moment des vœux, a souligné que l'année qui allait venir allait être extrêmement difficile, alors qu'il est question de remettre en cause d'ailleurs tous les toutes les aides qui ont accompagné le Covid et la reprise de l'inflation depuis la guerre d'Ukraine. Bref, on sait qu'on est à la recherche du moindre degré d'économie. Très peu de questions lui ont été posées. Et aucune sur la dette.
et aucune sur la dette. Il a fait quand même des annonces sur le SNU, le service national universel. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir ce que pensent vos internautes, qui coûte de l'argent. Mais avec quel argent ? Ou alors, encore une fois, à quel prix ? Pas d'augmentation d'impôts, même s'il y en a dans la coulisse ou derrière le comptoir, comme on dit, ou alors un endettement supplémentaire. Et ça, je trouve que ça a manqué dans le tableau de la France que et le président et les journalistes ont voulu esquisser hier soir. Quelqu'un voulait prendre la parole ? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du quotidien, on a parlé des grands principes, mais lui voulait ça, il voulait pas empiéter sur son Premier ministre, et puis il voulait pas non plus rentrer dans la difficulté. Je pense qu'il y avait une forme d'évitement. Il a empiété sur son Premier ministre, parce mais qu'il est pas autant qu'il aurait pu le faire. On parlait du général de Gaulle tout à l'heure. De Gaulle, dans ses conférences de presse, il était en surplomb très très haut. Jamais il serait rentré dans les détails que Emmanuel Macron, il fait du micromanagement, Macron, donc il va rentrer, c'est vrai, dans des détails parfois jusqu'à l'absurde, mais en même temps, il a pas complètement, il a beaucoup renvoyé vers son Premier ministre de manière assez systématique. Il a délégué quand même. Dans le chat, il y a Yann Ahmed qui dit que ce n'est pas un problème de système, c'est un problème d'offre politique. On ne se sent représenté par absolument personne. Ça, c'est très juste, mais alors il manque par exemple la gauche modérée en ce moment. Donc il y a Raphaël Glucksmann qui est en train de monter sur ce créneau-là, mais en fait il n'y a pas vraiment d'incarnation ultra populaire de la gauche modérée. Ça n'existe plus depuis un moment. On a un glissement vers la droite où on sent que Marine Le Pen est en train de rafler la mise. Mais il n'y a plus vraiment de droite modérée non plus, d'ailleurs, à part Macron qui est en train de prendre la place, mais parce qu'il y a un vide. Donc oui, on est représenté. Difficile de se dire représenté. Marie Toussaint, qui la connaît parmi les écolos ? Alors les écolos vous disent on s'en fiche, parce que nous, les gens votent pour notre étiquette plus que pour notre candidat, c'est vrai, mais pour la présidentielle, il va quand même falloir trouver une incarnation. Et ça, c'est un vrai sujet. On est dans un système où le gagnant emporte tout. C'est-à-dire que si Marine Le Pen demain est élue, elle aura aussi peu de contre-pouvoir qu'Emmanuel Macron. Donc le problème n'est pas juste la succession d'Emmanuel Macron et sa postérité. Le problème, c'est que si elle est élue, elle n'aura quasiment, on l'a vu récemment, pas de limite, ou très peu de limites. Si elle a la majorité... Elle devrait mécaniquement avoir une majorité dans la suite de l'élection. Oui, on pensait la même chose en 2022, ça ne s'est pas produit. On vient de voir qu'on peut gouverner avec une majorité relative en faisant passer des réformes assez dures, en fait. Assez dur, sauf à être toqué par le Conseil constitutionnel, parce que si le Conseil Dieu merci, quels que soient les occupants, les détenteurs du pouvoir exécutif, il y a quand même même si ce ne sont pas des contre-pouvoirs en tant que tels, institutionnellement parlant, il y a des grandes vigies du modèle démocratique qui est le nôtre, qui s'appelle le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel le Conseil d'État, c'est consultatif beaucoup. Le Conseil constitutionnel, il faut qu'il joue son rôle, c'est pas évident, il le fait pas à chaque fois. Bon, alors moi je voudrais juste... c'est fragile tout ça, c'est vrai, non mais je suis d'accord avec vous et évitons de... Bon. Ces jeunes là, qui s'expriment et qui disent il n'y a pas d'offre politique pour nous. D'abord, moi je trouve que c'est... moi j'aime beaucoup les jeunes et je suis encore adolescente dans ma tête, mais il ne faut pas qu'ils Ce dont personne ne doute ici, Yannick. Pardon ? Ce dont personne ne doute ici. On est tous adolescents dans notre tête. Voilà, bon. Surtout quand je parle, c'est ça, je pense... Bon, bref, passons. Mais non, vraiment pas. Ils sont dans un système démocratique et il y a suffisamment de partis, on l'a vu encore à la présidentielle, pour qu'ils puissent, alors c'est évidemment pas l'absolu, c'est pas l'idéal, pouvoir trouver, on va dire, chaussures à leurs pieds, premièrement. Deuxièmement, on sait que les jeunes, lors de la dernière élection, je remonte pas à 17, je remonte à 22 présidentielles et législatives, et je réponds à cette personne qui dit encore une fois qu'il n'y a pas d'offre pour les jeunes, ont voté selon les profils, selon les catégories d'âge, et selon peut-être l'origine géographique, peu importe, ont voté beaucoup pour Jean-Luc Mélenchon, ont voté beaucoup pour Marine Le Pen et ont voté beaucoup pour les écologistes. Ils ont fait passer, là je reviens au précédent scrutin européen, si Yannick Jadot a fait le score qu'il a fait, de mémoire 15 ou 17%, il y a eu un vote jeune. Bon, ça ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Donc moi je voudrais demander, si c'est possible, j'en sais rien, je lance la question comme ça, pour qui votent les jeunes ? Enfin, l'offre politique envers qui ils se reconnaissaient plus ou moins n'a pas totalement explosé, ou si c'est le cas, qui nous explique en quoi cette offre politique a explosé, les concernant eux, les jeunes. Patrice Duhamel.
Je pense qu'il faut distinguer l'offre politique et l'incarnation politique. L'offre politique, Philippe a raison, il y a aujourd'hui, sinon un boulevard, en tout cas un vrai créneau pour la social-démocratie ou la gauche de gouvernement, la gauche modérée. Effectivement, ça va être intéressant aux européennes de voir le score que fait Raphaël Glucksmann, qui peut-être là, alors on annonce un duel majorité Macron-Attal versus Bardella. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un débat télévisé. Et là, je pense que beaucoup de jeunes regarderaient d'ailleurs entre Attal et Bardella. 34 ans, 28 ans. Glucksmann est un peu plus âgé, mais c'est pas un vieillard non plus. C'est pas un senior. Mais là, il y a une vraie possibilité d'incarnation. Le scrutin européen, normalement, il devrait... moi, je me souviens, en 1979, la première élection du Parlement européen au suffrage universel, vote à l'issue duquel Simone Veil a été élue présidente du Parlement européen. Les jeunes ont énormément voté. Vous avez aujourd'hui... Le scrutin est à la proportionnelle, pardon, oui, je vous interromps. National. Oui. National. Voilà. Alors, c'est un vote, entre guillemets, sans risque. Mais... En tout cas, c'est sans risque sur le plan des conséquences sur la politique intérieure, encore que, mais c'est pas sans risque du tout sur le plan international. Et la physionomie, le profil du Parlement européen le 9 juin au soir ou le 10 juin au matin, quand on sera à ce moment-là à 3 ou 4 mois de l'élection américaine, il faut que l'Europe puisse peser. Et de ce point de vue-là, avec le risque, enfin c'est mon sentiment personnel, le risque de la réélection de Trump, il faut donner un nouveau souffle, une nouvelle puissance, des nouveaux pouvoirs à l'Europe. Là, ça concerne alors au premier chef les plus jeunes. Donc normalement, sur le principe, encore une fois, s'ils trouvent des bonnes incarnations, on verra qui est la tête de liste de la majorité présidentielle. Moi, je pense que ça sera Attal. Non pas, il n'y aura pas son nom sur le bulletin de vote, bien entendu. Mais c'est lui. Moi, je pense que ce sera Macron, alors, dans ce cas-là. Je pense que Macron va faire 2 ou 3 grands discours, mais que dans la... Il l'a déjà fait hier. Non, c'est pas Macron qui va faire un face-à-face télévisé contre Bardella. Ça sera mais Attal. Pas Attal. Ah non. Je pense que le choix... non, c'est pas Attal. Ce sera la tête de liste Renaissance, oui, donc mais ce sera pas Attal. Ça n'empêche pas Attal. Je suis d'accord. On prend un pari. Je suis d'accord avec vous. Je pense que Attal a été choisi en partie pour faire la campagne, d'ailleurs même essentiellement pour faire la campagne des européennes et pour faire échec à Bardella. Parce que Bardella est en train de monter, il est jeune. Et à Trump. Et Macron peut pas faire un duel avec Bardella. Non, c'est bien compliqué. sûr, mais Gabriel Attal non plus. S'il l'a fait, il s'en est bien sorti. Mais non, mais je veux dire, les chaînes de télévision sont obligées. Non, je connais ça assez bien. Oui, j'imagine, pardonnez-moi. Non, il ne peut pas, enfin c'est difficile qu'il le fasse dans les 15 ou 3 derniers jours ou les 3 dernières semaines, parce que là, chaque liste doit avoir le même temps d'antenne, mais courant le début mai, en avril, il peut très bien y avoir un débat entre... Je pense que le service public l'organisera. Je pense que c'est couper la tête à la tête de liste, à la future tête de liste Renaissance. Je veux dire, je ne pense pas que Gabriel Attal... parce que la dernière élection présidentielle, c'était Nathalie Loiseau, qui connaît très bien les sujets européens, mais qui n'était pas non plus un tracteur électoral. Oui, mais là, on parle d'Olivier Véran, on parle... Donc, potentiellement, ce n'est pas l'inconnu, qui était, ou la quasi-inconnue, qui était Nathalie Loiseau à l'époque. Pour l'instant, il n'y a personne comme candidat. Si c'est Olivier Véran, effectivement, il est plus médiatique. Au fond, on verra. Mais l'affiche que les gens attendront, c'est Attal Bardella. Et je vous prends le pari que le débat télévisé aura lieu. Et c'est l'intérêt des deux, d'ailleurs. Eh ben, on prend le pari. Ah, d'accord. Vous nous réinviterez. Gabriel Attal qui va prononcer son discours de politique générale, il a quoi comme surface, Gabriel Attal? Qu'est-ce qu'il lui reste? Ah, très peu. C'était un peu ce qui lui reste par rapport à ce qu'a dit le président de la République hier soir. Il lui reste beaucoup de choses à dire, ça c'est clair. Mais le cap, d'abord, est déjà donné, et en tout cas maintenu. Et les mesures, il va peut-être préciser... Alors, vous parliez de l'électricité. Peut-être que d'ici le 1er février, c'est ça la déclaration. Ça sera l'avant-veille. Voilà, peut-être un peu tard, mais... pour l'annoncer. Oui, non, mais ce sera peut-être un peu tard. En tout cas, les Français attendent l'arbitrage. Voilà, je pense que Bruno Le Maire l'aura fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même des éléments de déclinaison concrète sur lesquels Emmanuel Macron hier ne s'est pas totalement exprimé. Peut-être des précisions sur la loi sur la fin de vie. Enfin voilà, il y a des cases à cocher, mais c'est vrai que beaucoup a été dit hier.
Les discours de politique générale, c'est toujours des moments importants parce que c'est une forme de révélateur, surtout pour les nouveaux premiers ministres. Moi, qui en ai entendu beaucoup, les 3 meilleurs, je pense que c'est celui de Chaban-Delmas, le fameux discours sur la nouvelle société, mais qui était autant un discours de Premier ministre qu'un discours de président de la République. C'est celui de Manuel Valls, qui était, quand il a été nommé Premier ministre sous Hollande, qui était de très bonne qualité, et avant, j'aurais dû passer par là, celui de Michel Rocard. La tradition, c'est d'éviter un catalogue. Voilà. Alors, il peut donner un calendrier, dire voilà, on va faire ça au printemps, on va faire ça à l'automne, on va faire ça à la fin de l'année, etc. Et puis, il faut distinguer les grands sujets. La tradition, c'est aussi que les premiers ministres parlent d'eux, se présentent d'une certaine manière. Georges Pompidou l'avait fait en 62 quand il a été nommé Premier ministre, mais parce que les gens le découvraient. C'était un inconnu. Mais c'est un moment de vérité qui est intéressant. Puis on va voir la personnalité de Gabriel Attal. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est le junior désigné par l'Élysée, mais il a quand même une personnalité, il a peut-être lui-même des ambitions, il a peut-être des choses à dire. Le cadre tracé par le président est quand même assez vaste. Alors, on est à droite, toutes, mais... dans ce cadre conservateur-là, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites. Il a quand même des marges de manœuvre. Donc on va voir ce qu'il veut réaliser aussi. Puis on va voir aussi en fonction des ministres. Est-ce que Dati va se contenter d'être candidate à la mairie de Paris ou est-ce qu'elle va avoir quelques idées sur la culture ? Est-ce qu'on va lui donner une feuille de route ? C'est la question que j'avais posée. Voilà, parce que, on avait Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, ce matin sur France Info, qui disait qu'elle trouvait ça plutôt heureux qu'on ait une femme qui revendique sa liberté. Donc à propos de Rachida Dati qui a lancé sa candidature à la mairie de Paris, quel message on envoie au monde de la culture en nommant Dati ? C'est le pire des messages, d'abord parce que c'est une figure de la droite, donc déjà en soi ça va crisper pas mal de monde. Ensuite parce qu'elle n'a aucun intérêt pour la culture. Celui qui l'a le mieux assassiné, je trouve, c'est Frédéric Mitterrand, qui l'a fait avec le sourire en disant « Formidable Rachida Dati, bon elle y connaît rien, hein, mais ce sera très bien ». Ce qui est une façon d'assassiner quelqu'un avec le sourire. C'est le baiser de la mort. Voilà, c'est le baiser de la mort. Et je pense Dati, d'abord, elle est candidate à la mairie de Paris, donc c'est pas son sujet, la culture. Et moi, je comprends ce choix comme étant un choix par défaut, c'est-à-dire qu'on l'a mise là parce qu'on ne pouvait pas lui confier autre chose. Ça prouve que la culture n'est pas si importante que ça. Il y a un grand malentendu entre Macron et la culture depuis le début, au sens où il y a, pour le coup, un vrai vide, alors qu'il avait promis beaucoup, y compris à titre personnel. Il avait donné beaucoup de gages aux intellectuels et il y a une grande désillusion parmi les intellectuels. Et Dati vient compléter cette désillusion-là. On est passé un peu du président intellectuel, Rousseau, dans ses grandes œuvres, à un président qui, finalement, la culture, ça devient une variable d'ajustement de son gouvernement. Voilà. Et il faut quand même voir qu'on avait une ministre, la précédente, qui était vraiment impeccable, qui cochait toutes les cases. Qui était appréciée. Le monde de la culture l'appréciait. Elle avait su se débrouiller. Enfin, franchement, l'opinion publique, avec tout le respect que je dois à on parle madame. Du monde de la culture. Ah bah d'accord, non, la culture, c'est quand même la culture qui s'ouvre sur les gens, quoi. Enfin, voilà, sur les... Oui, je vois bien le point de vue de droite. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de respect, j'essaie de donner mais le point de vue du monde. On m'interroge sur le point de vue du monde de la culture. Ah, du monde de la culture, d'accord. Après, le point de vue des électeurs de droite sur la culture, oui, je le connais. Dans ministre de la culture, il y a ministre, d'abord. Quelle est la grande mesure de la précédente ministre de la Culture ? Elle avait su défendre le gouvernement et la position d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, quand il avait été attaqué, je crois, à une cérémonie des Césars, elle s'était levée, elle l'avait défendu, elle avait fait le job. Oui. Et elle était populaire, elle avait lancé un projet de musée elle avait défendu le projet de musée de l'immigration sur l'immigration algérienne spécifiquement et la mémoire algérienne. Elle a défendu pas mal de dossiers et elle s'est rendue populaire sur un milieu qui est difficile, quoi. Il y avait un acquis qu'on n'avait pas vu souvent et qui est très difficile à obtenir sur ce secteur-là, surtout quand on a un gouvernement conservateur. Elle avait su le faire et on l'a virée. Pourquoi ? Parce qu'elle a menacé de partir en coulisses pendant la loi immigration. Et je pense qu'elle était un peu trop brillante. Et puis sur Depardieu aussi, où elle a pris le contre-pied. Mais Depardieu, je suis désolé, mais en 2024, défendre Depardieu... Je réponds seulement, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je vais dans votre sens, elle avait pris le contre-pied de la position affichée par Emmanuel. Mais il aurait dû la tolérer pour ça, pour cette ambiguïté. Je vous coupe un petit moment, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent dans le chat. C'est ce qu'on appelle un raid. Je pense à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un raid. Salut les amis, oui, bonjour la télé, non c'est pas la télé, vous êtes sur Twitch, et je vous ai tous vus, soyez les bienvenus.
Yannick, je vous ai coupé la parole. Donc salut à tous et à toutes, installez-vous confortablement et on continue. Yannick, allez-y. D'accord, non, je voulais juste préciser, je suis d'accord avec et on ne défend pas Depardieu, c'est pas vrai. Ah non, non, on défend pas Depardieu, on vient de dire l'inverse. Et on n'est pas à la télé, ça suffit. On a dit le contraire. Excusez-moi, Yannick défend Depardieu. Je ne défends pas Depardieu, je dis qu'il y a la présomption d'innocence. Voilà. Moi je dis que le documentaire qu'on a vu dans Complément d'enquête, que je me suffis à me faire mon opinion et il est indéfendable et je pense que la parole des victimes n'est pas entendue. Nous n'avons que 0,6% de viols qui sont sanctionnés. Vous qui appelez de vos voeux une société, un régime plus démocratique avec des contre-pouvoirs, il est indéfendable. Dieu merci, tout le monde a droit à des avocats et tout le monde a droit à un jugement. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs est faite la justice. Je voudrais revenir à... Alors c'est possible, on ouvre peut-être un autre tiroir. Et la France n'a pas à être fière de Depardieu dans ces circonstances. Je termine juste sur Rachida Dati. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Moreau-Chevrolet et puis Frédéric Mitterrand. Pourquoi elle ? Enfin, on va pas revenir là-dessus. Elle n'a pas franchement de. Pourquoi pas garde des Sceaux, à la limite, aurait été plus cohérent. Mais on avait déjà un garde des Sceaux mis en examen. On va pas en mettre deux. Ça fait beaucoup. De toute façon, alors comme ministre mise en examen, là, je trouve que il y a pas lieu d'être. C'est compliqué à gérer malgré les justifications données par Emmanuel Macron. Oui, on est d'accord. Hier, il y a quand même une petite symbolique. Alors, je ne dis pas qu'elle va fonctionner à travers la nomination de Rachida Dati, au-delà, bien sûr, de son aspect très politique qu'a voulu engendrer, générer Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui l'a appris d'ailleurs qu'à la dernière minute, comme ministre. Bref, en choisissant Dati comme ministre. Bref, c'est une femme qui a toujours défendu justement sa liberté et qui est plutôt... D'ailleurs, sa nomination a été saluée par, j'ai oublié son prénom, que je vous prie de m'excuser, par Madame Coffin, qui est Alice, voilà, merci beaucoup, par Alice Coffin, qui est une des défendresses des passionnariats, sans qu'il y ait un sens péjoratif, même si elle est allée très très loin dans la défense du genre féminin. Ça, donc, qui est aussi conseillère parisienne, au Conseil de Paris, qui a salué l'arrivée de Rachida Dati en tant que surréaliste. C'était peut-être surréaliste, mais en tout cas, c'est un fait. Ultra féministe et conseillère de Paris, l'avoir défendre Dati au nom du féminisme. C'est un fait. Et deuxièmement, et je termine là-dessus, c'est aussi l'incarnation de l'anti-wokisme, c'est-à-dire d'une représentante d'une minorité, d'une communauté religieuse dont la fierté, elle le dit, elle n'arrête pas de le dire et de le répéter, c'est d'avoir su s'intégrer dans la société française sans revendiquer un communautarisme plus ou moins le distinctif. wokisme n'est pas forcément un communautarisme. Je suis d'accord avec vous, c'est moi qui vais un peu vite. Il faut encore que le wokisme ait un sens. Il faut encore que le wokisme existe. Oui. Ce que je trouve intéressant, surtout dans le monde de la culture. Ce que je trouve intéressant dans la nomination de Rachida Dati, c'est qu'elle... Le seul message pour l'instant, mais c'est normal, elle est là depuis moins d'une semaine, qu'elle ait fait passer, c'est la culture populaire. Or, la tradition culturelle française, des acteurs de la culture, c'est ce qu'on appelle la culture élitiste. C'est plutôt ça qu'ils mettent en avant, qu'ils préfèrent, etc. Et bien, je trouve que c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat intéressant. Je ne vais pas faire le naïf et dire qu'il faut réconcilier les tenants de la culture élitiste et les partisans de la culture populaire, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une ministre qui va se battre sur la culture populaire, et je pense qu'elle a le sens de la tactique, elle a le sens de la formule, bien entendu, des punchlines, mais elle a aussi le sens de l'expression politique. Je veux dire, on la comprend facilement. C'est pas le cas de tous les ministres. Et je pense que ce débat-là mérite d'être posé. Je trouve ça intéressant. J'ai vu que Pierre Arditi, par exemple, a salué son arrivée en disant attendez qu'elle annonce 2 ou 3 choses au moins avant de la critiquer. Voilà, je trouve que ce débat culture populaire, culture élitiste est un vrai sujet et qui mérite d'être posé. D'ailleurs, qu'avait incarné en majesté il y a 40 ans Jack Lang, à sa façon, et sans qu'il ait du tout ni la personnalité, ni le cursus il arrivait à faire les deux. Le passé de Rachida Dati, mais il a voulu faire cette synthèse entre le... Il arrivait à être ultra élitiste et populaire en même temps. C'est pour ça qu'il a duré. Enfin, première fois où je suis allé au théâtre avec mes parents, c'était au TNP avec Jean Villard, qui mettait en avant la culture populaire. L'éducation populaire. Voilà, absolument.
Donc c'est un vrai débat. Il y a 5 ans, on a eu un grand débat, on a eu l'itinérance mémorielle, on a eu les conventions citoyennes, on a eu un conseil national de la refondation, et puis hier, une traditionnelle conférence de presse à la télé. Les rencontres de Saint-Denis. Et les rencontres de Saint-Denis, qu'est-ce que Macron peut faire de plus ? Est-ce que c'est très innovant tout ça ? C'est innovant parce que c'est à 20h15 en prime time. C'est innovant parce que il s'en sert pour un lancement de campagne européenne et il n'en a pas fait beaucoup. Mais sinon, on commence à avoir fait le tour des figures. Après, la façon dont il procède, lui, quand il est en difficulté, c'est en essayant de trouver un nouveau format. Mais il en a épuisé beaucoup. Il a beaucoup copié aussi. Là, on arrive un peu aux limites de l'exercice. C'est Gabriel Attal qui va devoir inventer. Rachida Dati qui le fait. Elle surfe sur l'attention portée à la conférence présidentielle pour faire sa déclaration de candidature. Ça, par exemple, c'est habile, c'est nouveau et c'est vraiment très intelligent. C'est retors, mais c'est intelligent. Et du coup, voilà, c'est les autres qui vont inventer aujourd'hui. Lui, il est un peu en bout de course, Emmanuel Macron. Il a beaucoup donné en termes de com, il a beaucoup copié, encore une fois. Sauf une chose, et alors c'est pas nouveau en soi, mais ça n'a pas été pratiqué, je crois, depuis 2005, donc ça va faire bientôt 20 ans. Il a ouvert la porte à la suite d'une question, plus que ouvert la porte, à la possibilité d'un référendum. C'est ce que Dramon dit dans le chat. La seule chose qui lui reste, c'est le référendum. C'est pas la première fois, c'est la seule chose qui lui reste. On connaît les risques sûr, du référendum. C'est vrai que ça serait intéressant, séduisant intellectuellement d'avoir par exemple un référendum sur la fin de vie. On peut imaginer que sur des sujets intimes, façon de sortir du sujet, les Français diront vraiment ce qu'ils pensent et qu'ils répondront plus à la question qu'à la personne qui la pose. Mais le risque du référendum, c'est toujours ça. Vous avez un président qui est impopulaire et donc... Non, sur la fin de vie, il peut dire tout à fait, moi je pense que c'est en conscience, chacun doit se prononcer, faisons un référendum. Y a pas... sans donner forcément d'ailleurs son sentiment personnel et s'il intime. perd, si le référendum est perdu, c'est pas grave, enfin, c'est pas forcément vital pour lui. Après, il a toujours refusé d'utiliser les outils classiques de la Ve République. Il a refusé l'appel au peuple, il refuse aussi l'appel au Parlement, il aime bien contrôler. Donc, dans le contrôle, le référendum, ça s'inscrit pas bien. Et c'est un président qui est beaucoup plus que les autres dans la centralisation et le contrôle. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'y crois pas trop. Après, on peut faire des référendums à la Hidalgo, sans risque. Et dans ces cas-là, ça passe. Un référendum, sur la fin de vie, je crois qu'aujourd'hui, c'est anticonstitutionnel puisque ça toucherait un domaine sociétal on sait qu'il ne va pas avoir les moyens institutionnels de changer la Constitution. On va pas rentrer dans les détails. Ça passe par un premier référendum qui élargirait le champ du référendum. Dans ce cas-là, dans ce cas, il faut les 2 tiers, des parlementaires. On sait qu'il ne les aura pas. Mais dans la mesure où beaucoup d'acteurs politiques... Ça dépend. Non, mais ce serait sur l'ouverture du champ du référendum à tous les problèmes sociétaux. Ça, les parlementaires peuvent être d'accord. C'est un peu complexe. C'est complexe. C'est assez simple. Je ne suis pas sûr qu'il aurait la majorité nécessaire. La possibilité qu'il a, c'est de faire ça, sachant... Non, mais il peut s'appuyer sur une forme de consensus et de l'opinion publique et des acteurs politiques sur la fin de vie. Si, on peut l'imaginer, parce que sur ce sujet-là, il y a un espace de consensus possible. En fait, s'il fait un référendum, ça ira sur un espace où il y a un consensus possible. Il ne va pas faire un référendum... Il ne le fera jamais sur l'immigration. S'il y a un consensus possible, dans ce cas-là, qu'il le fasse passer par la loi, alors. Oui, mais ce qui est prévu aujourd'hui... Il peut se relégitimer avec un référendum. Non, mais je veux dire par là, c'est pas pour... Dans le chat, il y a Arnaud sans atelier qui dit, vu le virage 4ème République, le référendum, tu peux t'asseoir dessus. Alors, virage 4ème République, je ne sais pas où il va chercher le virage 4ème. Parce que là, on est plutôt à l'extrême fin de la 5ème. La 4ème République, c'était un régime parlementaire où on pouvait changer de gouvernement du jour au lendemain, changer de direction politique aussi. C'est l'inverse de ce qui se passe actuellement. La 4ème République a été d'ailleurs un régime absolument merveilleux qui a géré la reconstruction du pays, la mise en place de la sécurité sociale et la délocalisation. Et ça, d'une façon pacifique pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, moi, je souhaite le retour de la 4ème. Pas très populaire, mais... Voilà. Chers amis, il est 13h01, passé de 15 secondes. Est-ce que c'est le mot de la fin ? C'est le mot de la fin. Patrice Duhamel, le mot de la fin. Vous avez commis un livre qui sort aujourd'hui, vous en parlez une minute peut-être. Qu'est-ce qu'on y lira ? On lira de quelle manière les présidents et les premiers ministres, on en est aujourd'hui au 26e couple président-premier ministre avec Macron et Attal, ont réussi ou n'ont pas réussi, et plutôt n'ont pas vraiment réussi d'ailleurs depuis le couple de Gaulle-Pompidou, à travailler ensemble dans la durée, et la plupart de ces couples, de ces tandems,
se sont heurtés à la difficulté de la répartition des rôles parce qu'ils n'en parlent pas, parce que soit ils se ressemblent trop, soit la confiance disparaît au bout de quelques mois de manière très rapide, comme on l'a vu avec Giscard Chirac ou avec Sarkozy-Fillon. Et le cœur de l'exécutif, il fonctionne là-dessus. Et une politique peut être mise en œuvre de manière efficace si vous avez une vraie répartition des rôles et que tous les Français, pas seulement le milieu politique, mais que tous les Français comprennent comment fonctionne l'exécutif. C'est ça qui me paraît le plus important. Moi, mon sentiment, Philippe a donné le sien sur la 4ème République, je ne le partage pas. Mon sentiment, c'est que le président de la République est beaucoup trop exposé en permanence sur tous les sujets. Je raconte dans le livre, moi j'ai eu cette discussion avec Macron lui-même il y a quelques années. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes toujours en première ligne, rentrant dans les détails, etc. Et il m'a dit, ce qui peut être entendu, à partir du moment où les Français considèrent que tout vient de moi et que si quelque chose ne marche pas, c'est de ma responsabilité, eh bien autant assumer et prendre toutes les décisions. Sauf qu'à ce moment-là, le président n'est plus exposé, est trop exposé, et qu'il ne laisse pas de marge à son Premier ministre. Merci Patrice Duhamel, Jadis Calimi. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Si vous avez envie d'un mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, je pense qu'il faut, on s'adresse à des jeunes, je pense qu'il faut garder foi dans la politique et se battre non pas pour l'améliorer sur le fond et sur la forme, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, d'abord en allant voter. Merci. Et déjà aux européennes. Merci Jadis Calimi. Philippe Moreau. Oui, le fait d'aller voter, ça me paraît bien, oui. Si vous voulez pas que les boomers vous gouvernent, allez voter. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin. Je chasse mon plateau, donc, de vieux. Merci à tous les trois. Revenez quand vous voulez. À bientôt. Nous quittons le palais de l'Élysée, ses ors, ses intrigues, et nous prenons l'avion pour l'Équateur, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'Équateur dans le tourbillon des narcos. Bienvenue à mes trois invités. Installez-vous où vous voulez. Manuel, vous n'avez qu'à vous mettre là. Je me mets là, ok. Gaspard, vous êtes là, vous êtes très bien. Et Thierry, mettez-vous en face de moi, si ça vous convient. Donc on quitte l'Élysée et on retrouve l'Équateur dans le tourbillon des narcos, gangrené par le trafic de cocaïne et où l'évasion d'Adolfo Macias, alias Fito, le chef du cartel de la drogue des Choneros, a plongé le pays dans le chaos. Le pays est en état d'urgence. L'armée a été chargée par Daniel Noboa, élu président du pays il y a à peine 3 mois, de ramener l'ordre. Bonjour Gaspard Estrada, pardon. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris. À vos côtés, Emmanuel Sinardet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes par ailleurs directrice du Centre d'études équatoriennes au sein du CRIA. C'est à peu près ça. Et à vos côtés, Thierry Noël, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes auteur et chercheur, spécialiste des conflits en Amérique latine. La semaine dernière, les images avaient fait le tour du monde, donc cette prise d'otage en direct à la télévision équatorienne, c'était la semaine dernière. Puis l'état d'urgence décrété par le président équatorien, avec des pouvoirs extraordinaires donnés à l'armée pour rétablir l'ordre. 22 000 militaires, plus de 22 000 militaires déployés, des personnes qui meurent dans les affrontements. Comment on en est arrivé là? Mes questions ne sont pas attribuées. Qui veut se lancer? Je veux bien commencer alors. Oui, alors on en est arrivé là. Bienvenue au 3e étage de la Maison de la Radio. Je vous ai fait un accueil un peu abrupt, pardon. Merci. Alors on en est arrivé là par une convergence de facteurs de type politique, économique et aussi liés à la globalisation du marché qui est devenu la cocaïne et d'autres drogues également. Donc l'Équateur est devenu une plateforme. Parfois on prend même l'image du supermarché de la cocaïne. Ce n'est pas un pays producteur, c'est la Colombie et le Pérou qui produisent, mais c'est en revanche la porte de sortie vers le monde entier, Europe, Asie, Amérique du Nord, mais aussi d'autres pays d'Amérique du Sud, des drogues et notamment de la cocaïne. Et en réalité, se sont jouées des guerres qu'on peut qualifier de territoriales entre différents groupes transnationaux, locaux, parfois de quartiers liés au trafic de la drogue, et la population est en quelque sorte prise en otage dans ce conflit. Thierry, Gaspard? Oui, tout à fait. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a eu aussi un autre facteur qui a contribué justement à cette mainmise et à la situation qu'on assiste aujourd'hui, c'est la pandémie et l'affaiblissement de l'État et donc une porosité toujours plus grande
dans les quartiers, dans les grandes villes et notamment dans les terminaux portuaires. Je pense notamment à Guayaquil, d'où partent justement ces cargaisons. Et qui aujourd'hui sont gangrénés par le crime organisé. Il y a eu aussi une évolution et une internationalisation de certains cartels, notamment mexicains, en Équateur. Et de ce point de vue-là, c'est cette conjonction de facteurs, cet affaiblissement de l'État, une diversification aussi des activités criminelles des acteurs du narcotrafic, notamment par le biais du kidnapping, mais aussi de l'extorsion, des assassinats, et ce qui explique aussi que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'une crise sécuritaire qui date depuis déjà de plusieurs mois. Il ne faut pas oublier que cette question de l'insécurité en Équateur a été au cœur de la campagne présidentielle l'année dernière, qui a vu justement l'élection de Daniel Noboa pour un mandat très court, puisqu'il ne sera président que pendant un an et demi. 2025, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc de ce point de vue-là, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Néanmoins, ce qui est nouveau, en quelque sorte, c'est cette revendication et l'utilisation notamment des médias, et notamment ce qu'on a pu voir ces derniers jours, de la part des organisations criminelles pour mettre leur agenda dans l'actualité non seulement nationale mais internationale. Il y a déjà des questions dans le chat. Il y a Dramon qui demande, dans l'économie de la drogue, l'Équateur est-il un producteur ou est-ce que c'est seulement un pays de transit? C'est davantage un pays de transit, il me semble. Oui, effectivement, je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, vous l'avez dit au début. Il y a une production en Équateur. Le très jeune Pablo Escobar venait chercher de la drogue, se fournir là-bas au début de sa carrière. Mais là, c'est bien une situation en fait de transit, et c'est un rôle qui est pourtant, qui est fondamental. Et c'est vrai que ces dernières années, et je dirais presque la dernière décennie, on a vu il y a une délocalisation en fait des activités d'exportation de la cocaïne produite essentiellement en Colombie, aussi éventuellement au Pérou, et qui s'est reportée sur les pays voisins. C'est le cas du Venezuela. Et c'est le cas de l'Équateur, c'est sa situation en fait géographique, le fait qu'on est à la frontière avec la Colombie et que c'est où est produite, d'ailleurs c'est dans cette zone frontalière qu'est produite une grande partie de la drogue, qui fait que l'Équateur se retrouve dans cette position. Et où l'État est plus fragile. Enfin, on parle du Venezuela, l'Équateur, l'État est présent, bien sûr, il y a un État, mais qui est peut-être un petit peu plus fragile. Il ne me semblait pas, en tout cas, plus fragile que les pays voisins. Je crois qu'il y a un c'est vraiment lié, c'est géographique. Oui, il y a un moment clé qui est peut-être 2016 et la signature des accords de paix en Colombie, je parle sous votre contrôle, qui a donné lieu à un désarmement des groupes armés qui vivaient eux-mêmes déjà du narcotrafic, et qui ont donc, pour certains, choisi de se désarmer, mais pour d'autres, ont décidé de continuer leurs activités. Et ces activités se sont reportées avec ce changement, disons, de situation vers le pays voisin immédiat, avec une très grande frontière difficile à contrôler, notamment dans la région amazonienne, et c'est l'Équateur. Il y a plein de questions dans le chat. Vous allez devoir faire œuvre de pédagogie. On a DG Romanov qui demande comment se fait-il qu'il ne soit là que pour 1 an et demi, le président? C'est un mandat constitutionnellement court ou est-ce que c'est en raison d'une vacance du pouvoir au préalable? Ça n'est ni l'un ni l'autre, donc. C'est une situation inédite. La Constitution de 2008 prévoyait un dispositif qui a été utilisé par le président précédent Guillermo Lasso, qui s'appelle la muerte cruzada, traduction mort croisée. Le président a dissous l'Assemblée pour éviter d'être mis en accusation pour corruption et mauvaise gestion, mais automatiquement, il s'est en quelque sorte autodissous. Donc ils ont dû appeler à des élections générales, celles des députés, mais aussi celles d'un nouveau président et d'un nouveau vice-président qui, en fait, assure la continuité. Donc, au bout de 2 ans, le président précédent Lasso a dissous. Le nouveau président termine ce mandat initialement prévu de 4 ans. Il n'a que 16 mois au pouvoir. On a Erdus qui demande, est-ce que c'est une situation spécifique à l'Équateur ou est-ce que c'est vrai dans d'autres pays d'Amérique latine? Je pense notamment au Salvador. Je crois que c'est un autre cas. Par cette question de la... Donc, ce qui concernait la plateforme de la drogue, je crois. La drogue. Ah bon. Me semble. Et Erdus, si ce n'est pas votre question, précisez-le. C'est ce que j'ai compris en tout cas. D'accord. Bon, je pense que chaque pays a sa propre réalité. Ce qui est clair, c'est que la plupart des pays latino-américains
vivent cette question de la crise du narcotrafic et de la drogue depuis déjà de trop nombreuses années. Malheureusement, la pandémie qui, de manière générale, a contribué à augmenter... Pardonnez-moi, Erdus nous dit que c'était plus sur le côté cartel sécurité. Préciser la question. Ouais. Ah, ok, alors c'était peut-être... Mais non, mais votre réponse était connexe en réalité, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, l'Amérique latine fait face à cette problématique depuis déjà de trop nombreuses années. La pandémie qui a contribué à augmenter la pauvreté et les inégalités a, de manière paradoxale, contribué à renforcer l'emprise des organisations mafieuses dans la région, compte tenu de l'inefficacité des services publics, du manque de réponse sociale de la part de l'État. Et donc, d'une part, il y a ça. D'autre part, il y a aussi une évolution du modèle économique des cartels, compte tenu en fait de l'arrivée d'un nouveau produit qui existait déjà sur le marché depuis quelques années, mais qui s'est renforcé ces dernières années, le fentanyl notamment, destination des États-Unis. Et ça a vraiment changé le business model. Un opioïde très puissant et qui décime des populations. Absolument. Des centaines de milliers de gens aux États-Unis. Voilà, et au Canada. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une augmentation en fait, de la force de frappe financière de ces cartels. Cela a pour conséquence justement d'une part une augmentation de la violence, parce que en fait, la stratégie de lutte contre le crime organisé qui est en cours depuis une cinquantaine d'années vise à décapiter les organisations criminelles. En revanche, la conséquence que cela a, c'est que cela contribue à fragmenter ces organisations, mais l'économie du crime organisé reste intacte. Donc le problème, c'est que certes, vous pouvez arrêter, vous pouvez mettre en prison un certain nombre de dirigeants de cartels, vous pouvez mettre fin à certains cartels. En revanche, il y en a d'autres qui vont éclore. Et compte tenu de la fragmentation croissante de ces cartels, il est beaucoup plus difficile en fait de mettre fin réellement au modèle économique du crime, et ça c'est une vraie difficulté. Oui, excusez-moi. Juste un petit complément d'information. En effet, on voit cette fragmentation dans le décret de conflit interne du 9 janvier dernier du président Noboa. Il les cite nommément une série de cartels, et on y en a une vingtaine. Et on voit très bien qu'en réalité, ce sont des groupes qui passent des alliances, qui se divisent, qui entrent en rivalité. Thierry Noël. Sur la situation en général, c'est effectivement chaque pays, comme on disait, a ses conditions propres. Après, c'est vrai que la position de pays de transit pour le narcotrafic, que ce soit un simple pays de transit ou carrément un hub, une plateforme de redistribution je coupe Thierry dans le chat, il y avait Dramon qui disait l'Équateur n'est pas connu pour être un hub mondial dans le transport de marchandises. Comment les cartels arrivent à se fondre discrètement dans les flux? Mais donc cette position de hub, elle est très difficile à tenir pour beaucoup de pays, effectivement, et c'est très concurrentiel, et quand on ne produit pas soi-même, qu'on n'a donc pas le contrôle de ce qui passe, on va commencer à se disputer pour le passage des produits. Ça touche un certain nombre de pays de manière très différente. Alors le Salvador en ce moment, il répond aussi avec une forme de mise en coupe réglée du pays dont on pourrait discuter longtemps. C'est un problème au Honduras, c'est aussi un problème au Mexique. C'est aussi pour ça que le Mexique est si violent, c'est parce qu'il est ce récepteur et ce passeur principal de drogue. Et d'ailleurs, comme on le disait, les cartels mexicains ont une influence, les conflits des cartels mexicains ont une influence directe sur ce qui se passe en Équateur. Après, sur la question des zones de passage, du transit de drogue en Équateur, en fait, il y a quand même ce fameux port de Guayaquil, il y en a un autre à Manta, ce sont des ports qui ne sont pas forcément toujours très bien contrôlés, qui sont des zones d'entrée très pratiques, alors très bien connectées aux zones de production de la drogue à la frontière entre l'Équateur et la Colombie, avec un système au passage de fleuves et rivières qui permettent de l'acheminer en toute discrétion à travers le pays. C'est, comme on le disait, c'est une zone d'exportation de drogue, c'est aussi une zone de réception de ce qu'on appelle les précurseurs d'une manière générale, ce sont les produits chimiques qui permettent de produire la drogue. Et en ce moment, c'est vrai que le port de Guayaquil est un des ports les plus importants sur la côte pacifique. On a Céris Pestis dans le chat qui dit 2022 a été une année avec plein d'élections en Amérique du Sud. Est-ce que ça fragilise la politique contre les cartels ou au contraire ça les renforce? L'élection en Argentine est-elle un facteur de déséquilibre?
Alors, en effet, il y a eu... Il y a deux questions. Il y a eu un cycle électoral important qui n'est pas clos, puisqu'il y aura des élections au Salvador le mois prochain, il y aura des élections au Mexique en juin, il y aura des élections en République dominicaine en mai, il y aura des élections locales au Brésil, et durant le deuxième semestre, normalement, il devrait y avoir des élections au Venezuela, sauf que, bon, dont on ne sait pas réellement si elles sont réellement démocratiques. Néanmoins, ce que je pense, la question pour moi centrale, c'est est-ce que ces élections se sont traduites par un changement de politique en matière de lutte contre le crime organisé? Pour le moment, la réponse est non. Pour l'instant, les politiques sont plutôt de l'ordre du maintien du statu quo qui est en place depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire une politique qui vise essentiellement à réprimer les cartels, à décapiter les organisations mafieuses, mais sans prendre en compte la logique économique des questions liées, en fait, du modèle économique des cartels, et sans avoir en tête la question qui me semble être essentielle, c'est la question de la santé publique. C'est-à-dire comment faire en sorte de changer de paradigme dans la lutte contre le narcotrafic. C'est aussi paradoxal de voir que c'est en Amérique latine qu'un certain nombre de personnalités de droite comme de gauche ont décidé de proposer ce changement de paradigme, notamment par le biais d'une plateforme qui s'appelle la plateforme globale de lutte contre les drogues, et qui vise à dépénaliser et surtout à donner des informations qui soient étayées par des données pour justement proposer un changement de braquet de lutte contre les drogues. Cette initiative, elle est soutenue par plusieurs anciens présidents, Cardozo au Brésil, Cedillo au Mexique, Gaviria en Colombie, donc des personnalités vraiment de plusieurs bords politiques, et ça a été désormais soutenu par d'autres personnalités, notamment en Europe. L'ancienne présidente suisse Micheline Calmeret, par exemple. Disons qu'il y a eu une conférence qui pourrait amorcer un changement entre les présidents de Colombie et du Mexique, Gustavo Petro et Andrés Manuel López Obrador, qui a eu lieu il y a quelques mois, au sujet de la question des drogues et la nécessité de changer ce paradigme, même si pour l'instant, il n'y a pas réellement eu d'initiative concrète sur ce terrain. Emmanuel, je vous vois acquiescer. Oui, et politiquement, pour revenir plus spécifiquement au cas de l'Équateur, on voit en effet une forme de durcissement, mais qui ne change pas fondamentalement la façon d'appréhender le problème, puisque Daniel Noboa a été élu sur une promesse qui n'était pas celle de la mano dura, de la main dure au départ, mais plutôt sur une façon d'appréhender le problème sur le long terme avec des réformes de fond institutionnelles, remettre à plat l'organisation administrative, lutter contre la corruption. Et il parlait aussi en effet d'un accès de la population la plus vulnérable aux services publics, notamment santé, éducation, et une politique, on va dire, d'emploi, de création d'emplois. Donc, les électeurs équatoriens n'ont pas, au départ, choisi le candidat de la main dure. Il y en avait un autre, Topic, qui a été qualifié de Bukele équatorien, qui prônait dès le départ une militarisation et une répression directe et très verticale. Mais on le voit, finalement, confronté à partir de cette évasion de Fito au problème des cartels, la réponse qui est apportée finalement est un durcissement avec, après l'état d'urgence, ce décret du conflit interne qui permet une militarisation de fait des quartiers, des différentes villes, des 3 régions du pays. Et c'est quelque chose d'inédit en Équateur de voir les militaires occuper le terrain. Thierry Noël. Oui, le problème étant qu'il faudra en avoir les moyens. Et a priori, on sait que les forces de sécurité au sens large, police, armée, équatoriennes, n'en ont pas nécessairement les moyens et sont gangrénées comme beaucoup d'autres institutions et d'autres milieux privés ou publics par la corruption directe. Décidément, à chaque fois que vous prenez la parole, Thierry, il y a le même viewer qui repose la question qui est connexe. À l'instar du Mexique, les autorités équatoriennes peuvent-ils seulement faire confiance à leur armée? Donc, c'est toujours le problème. On se rappelle une conférence de presse du fameux Fito dans laquelle il y avait un homme masqué derrière qui s'est révélé être un policier en fait, d'actif. Donc c'est un petit détail, mais ça pose problème. Et ensuite, il faudrait se poser la question de la légitimité, en plus de toute façon, d'une politique répressive qui, d'une manière générale, a montré que ça ne marchait pas. On sait qu'au Mexique, on a créé une garde nationale qui
Et aussi touché par la corruption. En fait, on a rajouté un acteur dans la répression qui lui aussi est corrompu. Finalement est une source de problèmes. Donc oui, ça pose ça. Et après, c'est pas seulement, il n'y a pas que des activités au passage sur le trafic de drogue. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on parle beaucoup de répression et de trafic de drogue. Ce sont des organisations criminelles qui sont très diversifiées, qui ont des activités très diversifiées. C'est vrai que c'est leur première source de revenus, quelque part la plus prestigieuse même, le trafic de cocaïne. Peut-être le plus de marge aussi. Mais c'est aussi de la mine illégale, c'est de l'extorsion, de la traite humaine, enfin il y a quantité d'autres activités. Et en ce moment, est-ce que l'Équateur est capable de répondre à ça ? C'est extrêmement compliqué. Sur le long terme, c'est difficile. D'ailleurs, Daniel Noboa a expliqué, en jouant sur les mots, qu'il allait accepter l'aide offerte par les États-Unis, qui a une solide expérience avec les plans Colombie de la lutte en Amérique latine et depuis l'Amérique latine du narcotrafic. Et la Constitution, dans son article 5, interdit la réouverture de bases militaires sur le territoire. Ça avait été une décision prise en 2007 par Correa, il y avait une base militaire américaine à Manta, elle avait été fermée. Bon, il y a une longue histoire aussi derrière. Voilà. Donc Noboa, là, joue sur les mots en disant qu'en réalité, le danger, la principale menace, c'est justement que cette souveraineté soit dépecée par le narcotrafiquant, et donc on ne va pas faire les vaniteux et accepter peut-être des aides étrangères, pas uniquement celle des États-Unis, même si c'est la première à être évoquée, d'autres pays, notamment l'Argentine, le Brésil, qui ont une expérience aussi dans la lutte. Parce que de votre point de vue, ça serait un problème de souveraineté pour le pays ? Je pense que la question qui aujourd'hui se pose, c'est comment lutter contre le crime organisé de manière transnationale et aussi quel a été l'impact, disons sur le long terme, des politiques américaines, nord-américaines de lutte contre la drogue. Puisque lorsque je fais référence à cette politique qui dure depuis une 50aine d'années, en fait, je pense surtout à ce qui s'est passé depuis 1971, lorsque Nixon a déclaré que les drogues étaient l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Et c'est à partir de là où il y a eu justement la mise en œuvre de cette politique, du renforcement des capacités de la DEA, donc l'agence qui est en charge de la lutte contre le narcotrafic, et notamment en Amérique latine. Paradoxalement, ce qu'on a pu voir, disons, si on doit faire un bilan de cette politique, c'est que le crime organisé n'a fait que se renforcer depuis 1971. Nous avons mentionné la question du fentanyl aux États-Unis et au Canada. Le fait est que l'impact sur la santé publique de la drogue est plus vif et plus d'actualité que jamais aux États-Unis, ce qui montre bien, en quelque sorte, l'échec de cette politique. D'où cette question de se dire, peut-être qu'il faut changer de paradigme, d'autant plus que si on voit et si on se place dans une logique de beaucoup plus de long terme, on pense notamment au 19e siècle. J'ai toujours cet exemple pour que ce soit audible pour les auditeurs de France Info, c'est qu'au début du 20e siècle, en France, et notamment dans les colonies, et je pense notamment à l'Indochine, la France avait le monopole et la production et de la vente de l'opium. Et la vente de l'opium contribuait à financer le budget de la colonie. Et donc ça, on parle des années 1950. Voilà, tout ça pour dire que la question de la prohibition des drogues est un paradigme que si l'on place dans une logique de long terme, c'est quelque chose de très daté dans la durée. On voit bien que les États s'accommodent fort bien, y compris l'État français, de la production de ce genre de produits. Il y a Céris Pestis dans le chat qui dit, mais vous y avez en partie répondu, Gaspard, c'est toutes ces politiques ne sont-elles pas vouées à l'échec sans une vraie mesure de prévention et de santé publique aux États-Unis et autres pays développés qui sont donc les consommateurs? Vous avez en partie répondu. On a Dramond qui pose la question, c'est le changement de paradigme le plus efficace, ça serait pas de contrôler les flux financiers? Je pense que la question des flux financiers... C'est une deuxième partie de la réponse, certainement. Bien sûr, mais moi je pense que ça c'est une question clé. Je pense qu'il y a aussi une collusion très claire entre les grandes banques et les cartels. De ce point de vue-là, et je peux vous donner un exemple très 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 concret, parlant, en Amérique latine et notamment au Mexique, lorsque la banque HSBC
qui d'ailleurs est né à la suite de la guerre de l'opium. Il faut décliner les lettres HSBC. Oui, Hong Kong Shanghai Bank, et qui est né justement, qui est né à la suite des guerres de l'opium. C'était la banque de l'opium. Voilà, exactement. Au Mexique, en fait, HSBC n'a pas mis en œuvre les règles de compliance, en quelque sorte, d'audit pour alimenter des comptes, c'est-à-dire que les organisations criminelles amenaient du cash dans des agences bancaires et la banque a décidé de passer outre les règles d'audit et a accepté cet argent sans vérifier l'origine des fonds. Et donc, de ce point de vue-là, HSBC a été condamné par l'autorité régulatrice des banques au Mexique et HSBC a préféré payer une amende de plusieurs centaines de millions de dollars plutôt que d'accepter en fait il y a eu un règlement à l'amiable qui a été réalisé au lieu d'aller au bout du jugement. Et donc de ce point de vue-là, on voit bien que le système bancaire jusqu'à présent a beaucoup profité en fait de cette question mafieuse, et ce qui pose une fois encore la question de la lutte contre l'évasion fiscale et la lutte contre les réseaux financiers des organisations criminelles. Oui, c'est clair que le volet financier, je pense que c'est peu dire que c'est le maillon faible de la lutte contre les drogues. Ça a joué effectivement un rôle essentiel en 2008, au moment de la crise de 2008. On a franchement relâché les règles au Mexique, mais aussi ailleurs. Ça a été une bonne source de liquidité que de se détendre un peu sur la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment. À noter pour le cas de l'Équateur que c'est une économie dollarisée et qui, en termes de blanchiment, est évidemment une aubaine extraordinaire. On parlait tout à l'heure d'Argentine, ça fait partie des projets. Ça pourrait poser problème. Je veux dire, c'est à voir. Mais évidemment, en termes de blanchiment, c'est une aubaine extraordinaire d'avoir une économie dans laquelle on peut passer directement au dollar ou conserver les dollars. Et ça, les Colombiens et Mexicains le savent très bien. Et l'Équateur, à son échelle, est aussi une grosse zone de blanchiment, en fait. Dans le chat, Céris demande à quel point les habitants d'Amérique latine sont-ils dépendants du narcotrafic pour vivre. Décapiter des réseaux, ça ne sert à rien si la population a besoin de cette économie pour vivre. C'est vrai, c'est faux, c'est entre les deux. C'est vrai, puisque dans certaines régions de l'Équateur, je pense à la province qui est au nord, frontalière avec la Colombie, Esmeraldas, je pense à Guayaquil, à la région de Manabí, surtout la zone côtière, une partie de la population la plus, encore une fois, vulnérable, vit de fait ce qu'on appelle le microtrafic. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de pactes, d'alliances avec des groupes régionaux, nationaux, internationaux de la drogue qui s'appuient sur des petits délinquants, parfois de rue, de la rue, du quartier. Et ces petits délinquants sont souvent payés en drogue eux-mêmes, pas en argent, mais en monnaie, mais en drogue. Et ils contribuent d'ailleurs au trafic. Et ça génère évidemment l'insécurité à l'échelle locale, mais on le voit finalement, une partie de la population est happée par l'activité du trafic lui-même. Et puis il y a aussi tous les jeux de corruption. Enfin, on a vu avec l'opération Métastase il y a 3 semaines. Alors il faut que vous expliquiez ce qu'est l'opération Métastase. De grande envergure, organisée depuis plus d'1 an à la suite de la récupération d'un des téléphones d'un baron de la drogue, et on a découvert que en fait les groupes narco-mafieux avaient complètement, d'où l'image de la métastase du cancer, gangréné à tous les niveaux, les différentes institutions publiques, l'État, police, justice, administration pénitentiaire, la vie politique même, depuis l'échelle municipale à la tête même de l'État. Et donc, une opération a été menée il y a 3 semaines, en grand secret, et qui a abouti à l'arrestation de plus d'une 30aine de personnes, et parmi eux, la tête de l'administration judiciaire et la tête de la police qui était censée réprimer le trafic de drogue. Et ça la fout mal, très prosaïquement. Oh, pour le dire comme ça, oui. Le Cap-Rouge qui pose la question, salut le Cap-Rouge, qui est un de nos viewers, qui demande, à la fin des fins, quel est le problème si le narcotrafic satisfait l'économie locale, les citoyens, les banques et les États. C'est peut-être ça le problème, justement. Il ne satisfait pas du tout les citoyens.
C'est l'insécurité qu'elle provoque, plus que le narcotrafic en tant que tel. C'est véritablement ce climat d'insécurité, le prolongement des activités liées à la drogue dans ces activités de délinquance sous forme d'extorsion, qui fait que le citoyen a peur de sortir dans la rue, a peur que ses enfants soient enlevés. Il y a ce qu'on appelle los secuestros express, qui portent bien leur nom. On vous prend votre enfant, ça dure quelques heures le temps que vous fassiez un virement bancaire, et on le relâche. Est-ce qu'on peut dire que l'Équateur est un narco-État, ou c'est exagéré ? Ça dépend. Ça dépend de la définition qu'on en donne. Je veux dire, si c'est un narco-État, comme on a pu le voir à certains moments, je pense à ce qui a pu arriver en Bolivie en 1980-81, au moment de la dictature, où il y avait clairement la tête de l'État qui faisait la promotion du narcotrafic et l'organisé. Non. On n'est pas là-dedans. Par contre, un État qui est gangréné, et très faible et très fragile, et gangréné par le trafic, et où, oui, forcément, le trafic a un impact même sur toute décision, sur la réalité sociale, économique, politique du pays. Oui, certainement. Je veux dire, mais j'irai pas jusque-là, possiblement parce que je pense que l'État est trop faible pour être un vrai narco-État au sens propre, au sens plus dur du terme. C'était l'expression utilisée par le candidat assassiné à quelques jours du premier tour au mois d'août dernier, Bija Vicencio, qui dénonçait justement la corruption par la drogue et qui avait parlé, lui, qui dénonçait un narco-Estado, en effet un narco-État. Il a été assassiné à la sortie d'un meeting. Au cœur de la crise, il y a Adolfo Macias, qu'on appelle donc Fito, qui est le chef redouté du non moins redouté gang des Choneros. C'est qui ce bonhomme ? Alors, on ne sait pas exactement. Et ce mystère... on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il aurait été, dans d'autres vies, chauffeur de taxi, il viendrait de la côte équatorienne. Et en tout cas, ce mystère, il est entretenu par Fito lui-même, qui joue dans cette mise en scène de ce qu'on appelle la narcoculture, sur ses origines mystérieuses. Voilà. C'est typique maintenant de ces organisations. Il n'y a pas moyen d'avoir ces grosses organisations comme on avait un cartel de Medellín à une époque, avec des grandes figures dont finalement on connaissait très bien le parcours. Là maintenant, ce sont des gens qui ont quand même en général une durée de vie assez courte. On n'a pas le temps franchement de les étudier. Dans son cas, il y a une chose qui semble avérée, c'est il fait partie des financiers du cartel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la force de frappe. Il était dans les financiers, et ce qui a permis notamment à ces fameux choneros, à ce petit groupe, de à un moment se prendre la main sur une partie du trafic de drogue, alors qu'avant ils en étaient justement que les petites mains. C'est eux qui faisaient la logistique, mais ils n'en avaient pas le contrôle. Ils ont tenu un moment en Guayaquil, ils l'ont perdu. Donc il aurait joué un rôle là-dedans. C'est pas étonnant, encore une fois, qu'il soit venu de la partie financière. Ça expliquerait pourquoi il est important. Les autres sont totalement dispensables, et les derniers leaders du groupe se sont fait assassiner les uns après les autres ces dernières années. Et pourquoi c'est lui qui provoque cette crise ? Je pense qu'il y a surtout un phénomène médiatique autour de lui, mais je pense que la question centrale qui a déjà été expliquée, c'est que la conséquence de cette stratégie, de cette politique qui existe depuis une 50aine d'années, qui vise justement à décapiter les organisations et à faire en sorte que des organisations telles que le cartel de Medellín n'existent plus. En fait, on aboutit à une fragmentation des cartels, et ça a été mentionné. En Équateur, on dénombre une vingtaine d'organisations aujourd'hui. Donc certes, ce Fito, compte tenu en fait de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça a donné une tête, quelque chose qui soit une biographie, un parcours, et donc ça permet d'identifier justement ces organisations, mais dans la réalité, voilà, c'est plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on assiste à une fragmentation des cartels. Emmanuel ? Oui, il y a quand même une situation politique assez spéciale en Équateur qu'on a évoquée tout à l'heure, et qui est le très court mandat du président, qui en fait est déjà en train de préparer sa réélection. Donc il n'y a pas encore de campagne présidentielle officielle, mais il se prépare. D'où cette réponse un peu violente, oui. dure. C'est-à-dire qu'il se présente comme l'homme de la situation, capable de restaurer la souveraineté sur un territoire qui aurait été volé par les gangs. Et donc, c'est cette conjoncture
politique très particulière fait que tout d'un coup, on a un durcissement, une sorte d'escalade, notamment dans le ton. Et finalement, cette évasion spectaculaire, mais qui, j'ai envie de dire, n'est pas la première et certainement pas la dernière, a déclenché à ce moment-là, parce qu'il y a cette situation politique inédite, cet intérêt, cette focalisation sur la personne de Fito, sur cette évasion, et un durcissement qui a donné lieu finalement à une sorte d'escalade, puisque les gangs, depuis les prisons, répondent à ce décret présidentiel. Thierry Noël. Et à l'inverse, on a entendu un Rafael Correa opposant, a priori, qui est toujours aussi influent depuis l'extérieur. On a entendu l'ancien président Correa répondre aussi de manière très très dure, à donner son appui au président. Alors, de manière très très claire, en disant faites tout ce qui est nécessaire pour écraser tout cela. Enfin, c'est un appel là aussi à l'escalade. Dans les journaux en Équateur, on parle même d'une union nationale autour de la figure de Noboa, qui a quand même été un outsider et a provoqué la surprise. Au début de la campagne, personne n'aurait misé sur le candidat Noboa, et le voilà élu. Donc, dans cette fragmentation et cette polarisation du paysage politique, jouer la carte de l'Union nationale qui fonctionne pleinement est un atout pour le futur candidat à la réélection. Et on assiste en ce moment à des scènes assez surprenantes. Par exemple, la population soutient ouvertement les forces de l'ordre qui patrouillent, les militaires comme les policiers leur donnent des boissons, les applaudissent dans la rue, et on voit véritablement le sentiment qui est cultivé et mobilisé par le candidat, que lui serait capable, je cite une des interviews d'un citoyen lambda, de prendre le taureau par les cornes. Enfin, voilà quelqu'un qui prend le taureau par les cornes. Et c'est excessif de le penser ? Il a les moyens de faire ça ? On le connaissait pas beaucoup, Noboa, avant. En fait, on connaissait la famille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le producteur de bananes, il me semble. Alors, son père a été plusieurs fois, 5 je crois, candidat à l'élection. Échec sur échec, c'est le roi de la banane, pour le dire, mais il ne vit pas que de la banane, l'immobilier, les activités financières, pas toujours très nettes d'ailleurs, et en fait le fils réaliserait les ambitions du père en devenant, d'ailleurs dès le premier essai, président de la République. Il a 36 ans. 36 ans. Mais il ne s'est pas positionné de la même façon que son père l'avait fait lors de ses campagnes. On peut dire que son père s'appuyait sur les milieux financiers et les grands groupes et les grandes familles presque oligarchiques, même si je n'aime pas le terme en Équateur. Le jeune candidat a marqué une rupture dans le ton, dans la forme, il a un look décontracté, il joue sur des codes qui plaisent à la jeunesse et qui vient aussi de la web culture. Une silhouette un peu sportive. Et il s'est présenté comme un candidat du centre, voire du centre-gauche, c'est-à-dire donnant la priorité aux réformes de fond, notamment sociales, pour résoudre les problèmes de pauvreté et aussi de sécurité. Mais alors que c'est plutôt un libéral, non ? Alors, il s'avère que maintenant, certaines mesures semblent bien plus libérales que le programme qu'il a fait élire. Ça fait rire Thierry Noël. Non, sur les moyens, pour rebondir sur les moyens, je sais encore une fois, en termes de force de sécurité, ça prend du temps, ça se forme. 16 mois. Faut aussi savoir blinder, comme on dit, les forces de sécurité face à la corruption. Ça suppose aussi de les payer très bien, de choisir très bien les éléments. Ça peut prendre énormément de temps, on l'a vu, ça a pris des décennies en Colombie, un peu moins de temps au Salvador. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie exaspération de la population quand même. Il y a une vraie exaspération, il y a des vraies craintes, des vraies inquiétudes, et ça peut quand même être un moteur assez fort pour... C'est là-dessus qu'un Nayib Bukele au Salvador a beaucoup joué là-dessus. Il y avait une exaspération de la population par rapport aux gangs, ce qui lui a donné d'ailleurs main libre pour réprimer tout cela, avec les abus que ça suppose aussi. Alors oui, de ce point de vue-là, c'est moi la question que je me pose en vous écoutant, c'est la question de la durabilité de cette union nationale. Puisque elle risque de se fracturer très vite sur la question financière, puisqu'il y aurait dans les tuyaux un projet de loi qui doit être voté au Parlement, à l'Assemblée nationale, et qui est d'augmenter la TVA de 12 à 15%, et déjà l'écoréiste qui n'est pas le groupe qui a la majorité, il n'y a aucune majorité justement, mais qui est la bancada, le groupe le plus important en nombre d'élus, a déclaré qu'il ne soutiendrait plus le gouvernement. Donc de ce point de vue-là, la question qui reste d'actualité, c'est jusqu'où ira cette unité nationale, dans le sens où on se rapprochera fatalement des élections présidentielles.
que le coréisme présentera une formule, un candidat ou une candidate. Donc il est clair que si d'une part il n'y a pas de résultat tangible sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'économie il n'y a pas de relance de l'activité économique et qu'en plus il y a une situation sécuritaire qui reste la même, je vois mal comment cette situation, cet état politique va se maintenir. Quelqu'un peut-il se fendre d'un petit encadré explicatif pour Dramon qui nous demande c'est quoi l'économie de l'Équateur, c'est quoi les secteurs clés de ce pays? Ça reste des activités dites extractivistes, agro-exportatrices. La principale exportation, c'est le pétrole. On a aussi la banane, la richesse de la famille Noboa, la crevette, et puis les fleurs. Alors, beaucoup de roses viennent d'Équateur. Et enfin, il y avait une source de revenus importante. Européennes Comment ? Des roses européennes? Les roses qu'on achète, oui, beaucoup viennent d'Équateur. Et il y avait ce qu'on appelle les remessas, qui était une source de revenus importante, c'est-à-dire l'argent envoyé par les migrants à l'étranger au pays. Il faut rappeler qu'à peu près 10% de la population vit hors les frontières, qu'à la fin du siècle dernier, au début des années 2000, il y a eu un très 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 grand flux d'émigration d'Équatoriens, principalement aux États-Unis et en Espagne, mais qu'on les trouve désormais dans tous les pays, y compris au Japon. Céris demande dans le chat, les Américains, via la CIA, sont-ils aussi interventionnistes qu'à l'époque des Pinochet, des Allende, etc. Moi, je pense que la situation, elle a bien évolué. Tout simplement parce que... C'est plus la même situation. Tout simplement parce que les États-Unis ne sont plus du tout dans cette situation d'hégémonie qui pouvait exister durant la guerre froide. Aujourd'hui, c'est surtout la Chine qui est de plus en plus présente en Amérique latine. Et on assiste surtout à une rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais la présence américaine, l'influence américaine et l'éventuelle présence américaine, si une base était ouverte, n'est jamais neutre. Même quand elle prétend bien évidemment être limitée à la contribution à la lutte contre le trafic, ce n'est jamais neutre. Des pays comme la Bolivie ont choisi de ne pas en avoir. Au Mexique, les films nous font penser que les Américains sont partout. En fait, il y a des vraies réticences de l'État mexicain à cette présence-là. Et bien évidemment, c'est toujours une manière d'influence et qui dépasse largement le cadre de la lutte contre le trafic. Mais absolument. Et de ce point de vue-là, aucune présence de base militaire est neutre. Des bases américaines, mais des bases chinoises comme en Argentine. Je pense que chaque pays utilise justement ces leviers comme des instruments d'influence. En tout cas, il y a une crispation sur cette question, puisque la relation de l'Équateur, mais de tous les pays d'Amérique latine avec les États-Unis, est extrêmement ambivalente. C'est « je t'aime moi non plus », avec une sorte de fascination et un rejet total. Le président Noboa a déclaré il y a 2 jours qu'il n'y aurait pas de base militaire américaine et qu'on ne reviendrait pas en arrière. Bon, voilà. Et après, il explique que malgré tout, bientôt, il va recevoir Laura Richardson, qui est la générale en charge du commandant de l'armée sud des États-Unis. Dramon nous dit à Bruxelles, il y a plein d'Équatoriens. Et oui, mais partout. Et Céris Pastis qui demande et comment on peut lutter sérieusement contre la corruption quand on voit son étendue. Un homme ne peut pas tout changer si tous les postes clés sont sous influence. Est-ce que tous les postes clés sont sous influence? Peut-être que l'opération Métastase l'a montré. La Diana Salazar, donc elle-même menacée de mort, qui est la procureure générale, courageusement et presque miraculeusement encore en vie, je le dis sans trait d'humour, puisque ça fait plusieurs années qu'elle est à ce poste, eh bien, elle parlait de narcopolitique. C'est pas narco-État, mais narcopolitique. Chers amis, je vois que j'ai mon dernier plateau qui patiente en grommelant. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, Gaspard Estrada. Je pense qu'il faudra suivre la situation équatorienne dans la durée, puisque compte tenu de cette situation, on risque d'avoir encore beaucoup de mauvaises nouvelles, malheureusement. Moi, je vais dans le même sens, et le mot de la fin, c'est qu'on n'en est qu'au début, finalement. Oui, pareil, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de solution à court terme, de solution simple. Le problème est trop complexe et trop internationalisé aussi, pour pouvoir en plus être réglé par l'Équateur lui-même. Ça ne dépend pas que de l'Équateur.
On aura donc l'occasion de reparler de ce problème et donc de l'Équateur. Il est 13h45, passé de 36 secondes. Je vous chasse de manière très inélégante. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transporté au 3e étage de la Maison de la Radio. Et j'espère qu'on se reverra pour en reparler. Puisqu'il y a eu plein de questions dans le chat et vous avez vraisemblablement un intérêt pour l'Équateur ou pour la cocaïne, je ne sais pas. Je vous laisse entre les mains de Mathis et j'accueille mon 3e et dernier plateau du stream. Vous vous mettez où vous voulez, à deux côte à côte, vous êtes très bien, bienvenue chez vous. Franck Ballanger, Thomas Célin, journaliste à France Info, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, avec qui on va retraverser l'Atlantique pour rejoindre Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où se tient la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où vous vous envolez début février, pour une série de reportages. Vous allez nous parler de quoi? De foot? De foot, mais pas que. Alors on va traiter de la CAN de manière générale, aller voir comment la ville d'Abidjan vit la CAN, ce grand événement international. Je dirais même comment l'Afrique vit la CAN en fait. Exactement, l'Afrique et puis le monde en fait, parce qu'il y a vraiment des gens partout du monde entier qui vont venir vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment des Français qui vont venir suivre des équipes qu'ils aiment. Et nous, on va les suivre. Exactement, et nous, on va les suivre. On va essayer de trouver des supporters français qui auraient fait le déplacement pour aller vivre ce grand événement qui anime en ce moment l'Afrique. On peut lancer un appel d'ailleurs. Oui. On en cherche encore. Franck, on cherche des supporters de là. l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui habitent en France, qui vivent en France et qui vont faire le déplacement, ou qui ont déjà fait le déplacement jusqu'en Afrique pour suivre leur équipe favorite. Et pour vous suivre, on y sera, nous, on va rappeler les dates, parce que nous, on y sera du 2 1er au 12. Voilà. Jérémy, dans le chat, tu peux peut-être noter les dates que va te donner Thomas. Du 2, ça, c'est écrit. C'est ça, 2 au 12. Ouais, en gros, c'est ça. 2 au 12 février, donc des quarts de finale jusqu'à la finale, on sera à Abidjan. Pas que, mais en grande majorité à Abidjan. Donc si vous y êtes pour suivre une de vos équipes, on veut bien vous rencontrer et vous suivre. Il y a Malika qui y sera, mais que fin janvier, hélas, nous dit-elle. Les copains, vous partez avec quoi dans vos bagages et vous allez revenir avec quoi? C'est quoi le programme? On va revenir avec des images, beaucoup d'images, de la vidéo. On va revenir avec du texte et un peu de radio. En fait, c'est ce qu'on appelle un reportage 360. C'est-à-dire tout support, tout ce qu'on peut faire. C'est très France Info 360. Oui, c'est très France Info. On a fait ça l'année passée en Ukraine pour venir, Franck. le triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et on va essayer de faire sensiblement le même genre de produit, entre guillemets évidemment, en Côte d'Ivoire. Vous étiez partis déjà à deux. Exactement, le même duo. Ces deux missions sont très très différentes. Complètement. Comment on prépare une mission quand on part en Ukraine? Comment on prépare une mission quand on part à Abidjan? Alors, on a moins peur. Ouais, on a moins peur. On a moins peur, mais on a plus de vaccins. Je dirais. C'est bon, t'es à jour. D'ailleurs, on est convoqué demain, je te rappelle. Chez Air France. Et moi qui n'étais pas du tout à jour, qui n'avais pas mon carnet vaccinal, je pense que j'en ai une vraie phobie. Là, je me refais tout et j'ai passé une semaine complètement shootée, mais ça va mieux. Je serai à jour demain. C'est quoi, demain, la fièvre jaune? Alors, il y a un vaccin la fièvre jaune, par exemple, qu'on fait que à l'Institut Pasteur, que j'avais bien sûr jamais fait, comme moi, beaucoup, je pense. Toi, tu l'avais déjà fait, mais pas moi, qui est assez fort, mais du coup. Ils le font chez Air France à Paris, je crois. Ils le font chez Air France à Paris, je crois. Oui, mais là, moi, je l'avais fait là-bas d'ailleurs. Ouais. C'est un bon élève. l'Institut Pasteur qu'on m'a recommandé, où je suis allé. Et il y a aussi méningite. La méningite. Alors, c'est l'Institut Pasteur qui nous l'a recommandé parce que lors de grands rassemblements comme ça, avec beaucoup de jeunes, contagieux. Ça peut vite arriver. Donc, il vaut mieux se vacciner contre la méningite, ce qu'on fait. Et puis anti-palu aussi. Ça sera un pour les traitement. médicaments. Et la paludrine. Exactement. Alors, c'est plus ça, mais c'est l'équivalent. Parce qu'il y en a un qui est mieux aujourd'hui. Ludo, tes déplacements en Afrique datent et ça a changé. Je me rappelle de diarrhée épouvantable. Eh ben, ça continue. Ça va continuer pour nous. Vous y allez à deux, vous n'y allez pas qu'à deux. Il y a quelqu'un qui va vous accueillir là-bas. C'est ce qu'on appelle un fixeur. Ouais. C'est l'occasion peut-être de reparler une minute ou deux de ce métier qui est très particulier, qui aide beaucoup les journalistes sur le terrain, qui vous a aidé aussi en Ukraine, qui va vous aider en Côte d'Ivoire. C'est quoi un fixeur, Franck? Alors, c'est tantôt un chauffeur, tantôt un traducteur, quand nécessaire, tantôt un facilitateur, et tantôt quelqu'un qui va vous aider à trouver la bonne personne sur le sujet que vous voulez traiter. Nous, là-bas en Côte d'Ivoire, ça va être un petit peu tout ça à la fois, parce que la circulation à l'intérieur du pays, elle n'est pas aussi fluide qu'en France, il faut le dire.
Même si de nombreuses routes, grâce à la canne, ont été construites dans le pays, notamment une entre Abidjan et San Pedro, qui met maintenant 4 heures et quelques. Ouais, voilà, 4 heures, alors qu'avant c'était plutôt 7. Mais voilà, le fixeur, c'est notre lien très utile et très intime c'est le lien très utile entre nous et le pays. En fait, c'est lui qui va nous faire le mieux possible appréhender le pays. Donc, évidemment, c'est un autochtone. Évidemment, il connaît les us et coutumes. Il sait conduire dans le pays, ce que Thomas ne sait pas et ne veut pas faire. Non, je préfère pas coûter cher à Radio France en termes d'assurance. C'est quelqu'un de primordial pour la réussite d'un bon reportage. Et tu parlais de l'Ukraine. On avait une fixeuse qui s'appelait Anya et qui était absolument parfaite. En fait, c'est-à-dire qu'elle nous a maternés. Alina, pardon. Elle nous a maternés, elle nous a instruits, elle nous a raconté son pays et c'était aussi très utile. Céris Pestis dans le chat, Céris Pestis qui est très prolixe aujourd'hui. Merci à toi Céris. Merci à lui. Et qu'on resalue une nouvelle fois, et salue aussi les autres bien sûr, qui nous dit les fixeurs en Ukraine, à Gaza, en Irak, en Afghanistan, ils dégustent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les protéger ? Alors déjà, nous, on les paye. Et on essaye de bien les payer pour qu'ils puissent... mieux vivre, tout simplement, parce que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Pendant une guerre, elle avait des enfants, Alina. Elle nous avait bien expliqué qu'avec l'argent qu'elle allait gagner en 15 jours avec nous, c'était à peu près l'équivalent de 3 mois de salaire. Donc autant vous dire qu'avec les vacances qui approchaient, avec des choses comme ça, elle allait pouvoir gâter ses enfants. Et c'était très important pour nous. J'imagine que ça allait aussi pour tous les autres journalistes qui vont sur des territoires comme ça, un petit peu périlleux. Ce qu'on fait, c'est qu'on les recommande, du coup, après, Alina, on l'a recommandé à d'autres journalistes qui y allaient, donc du coup, ça leur permet d'avoir des revenus stables, fixes, plus réguliers. C'est à notre échelle, voilà. C'est à notre échelle, mais c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'il faut faire ce genre de choses-là. Quand on est journaliste, on part certes peut-être un peu à l'aventure, mais pas tout à fait. On part avec des idées de sujets. Il me semble que vous en avez, vous en avez plusieurs. On en a pas mal, on en a beaucoup. On va essayer aussi de se calmer pour laisser libre cours à la découverte de ce qu'on va voir, mais... Se laisser surprendre. Voilà, se laisser surprendre parce qu'il ne faut pas non plus être sur des idées arrêtées et pouvoir être un peu vierge, de regarder les choses un peu de manière naturelle. Mais c'est vrai, maintenant on sait des choses, on a travaillé. Mais on veut aussi garder une certaine liberté de découverte. Voilà, donc ce qu'on va traiter, qui va être un peu à côté du foot, on va parler vraiment il y a un gros sujet en Côte d'Ivoire, c'est la culture du cacao et la déforestation qu'elle a entraînée. Ça, c'est un gros sujet, donc on va se déplacer dans les forêts pour aller voir ça. On va aussi parler un gros sujet, c'est la francophonie en Afrique. Qui va être dans quelques années, qui va compter plus de locuteurs français que la France. Donc vraiment l'influence de la langue française qui vient d'Afrique sur nous, sur notre pratique de la langue, et vice-versa en fait. C'est vaste communicant entre les deux pratiques de cette langue. Par exemple, on va donner un exemple, mais en Côte d'Ivoire, il y a une grosse tendance lourde en ce moment chez les stand-uppers et chez les rappeurs de prendre le français, de continuer à parler français, mais de l'adapter. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on prend des mots et on les africanise, on les côte d'ivoirise. Et ça, nous, on est très curieux de voir ça. Ah oui. Moi, je suis allé au Canada, toi aussi sans doute, au Québec. Ça m'a toujours plu de voir ce que les Québécois avaient fait de ma langue. Et là, je veux voir ce qu'ils sont en train de faire de ma langue aussi. Et en plus, là, il y a un truc très particulier, beaucoup plus qu'avec le Québec ou le Canada, c'est qu'il y a des allers-retours. C'est-à-dire que parfois, ça part de France avec des Français d'origine ivoirienne. Ça va en Côte d'Ivoire à l'occasion de vacances. Ça se développe là-bas. Ça revient en France. Ça nous revient avec un Kwakubé. Et ça, c'est... Kwakubé qui vient de Côte d'Ivoire. Et qui est complètement démocratisé intégré dans la langue, dans nos cours d'école, dans les cours d'école, des lycées, des collèges. Céris Pestis, encore toi, super. Quelle est l'image de la France actuellement en Côte d'Ivoire ? Parce qu'au Mali et d'autres pays, c'est pas l'amour fou. Je me permets d'ajouter que la Côte d'Ivoire a connu une crise assez grave, et c'était il n'y a pas si longtemps que 2011. ça, et où les Français n'étaient pas... à tout le moins les bienvenus à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ça va être une partie de nos sujets. Nos sujets périphériques qu'on va traiter vraiment. Et il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que quand un pays va bien ou plutôt bien, le rapport à l'étranger est plutôt bon. Donc comme la Côte d'Ivoire est un pays qui va relativement bien, voire même très bien par rapport aux autres pays de la zone, on parle quand même de 8% de progression chaque année depuis 2011. Donc c'est pas du tout l'inflation, c'est pas du tout la récession. C'est un pays qui va démocratiquement aussi plutôt bien. Donc le rapport à la France, il est correct, on va dire.
Dans certains domaines, notamment les domaines économiques, il y a de la méfiance. Hein. Tu parlais du Mali, ça peut être un peu pareil. Mais en revanche, il y a toujours une espèce de fascination, une espèce d'envie de France, d'envie d'Europe et de France, notamment grâce à la langue, parce qu'on parle la même langue, mine de rien, même s'il l'améliore ou la transforme. Mais en tout cas, il y a toujours, dans certains domaines, la France est toujours un Eldorado. Pour le foot, par exemple. Pour le foot, ça va être ça. C'est un Eldorado. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette CAN? C'était où la dernière CAN? Oh là là, je pose une colle, pardon. En tout cas, c'est le Sénégal qui l'a gagné. C'était pas un piège. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier? C'était pas Cameroun. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Entre le 4e étage et le 3e. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Égypte? En Égypte, dit Dramond. Et c'est le Sénégal qui avait gagné pour la première Merci fois beaucoup. Et qui commence en Égypte, je crois, dit Dramond. Mais vérifie, je crois que c'est ça. Et c'est le Sénégal qui l'avait emporté. Là, cette CAN-là, c'est... Il y a énormément d'investissements. À chaque fois, on dit que ça va être la plus belle CAN de l'histoire. Mais là, les investissements sont colossaux pour le pays. On parle de minimum 1 milliard de dollars sans investis. Sans doute 2. Donc 4 nouveaux stades, 2 stades complètement rénovés. Donc vraiment des gros investissements dans les hôtels, dans les routes. Et donc une CAN... Vas-y. Le pays a emprunté 3,5 milliards l'année dernière au Fonds monétaire international. 3,5 milliards, il y a de quoi faire des hôpitaux, des aéroports, de rénover des hôtels, de faire des routes. Donc voilà, ça a beaucoup servi le pays. On va voir ce que ça va donner en termes d'enthousiasme. Mais j'ai eu un collègue d'RFI au téléphone hier qui m'a dit que, en tout cas dans la rue, dans les stades pas encore, mais dans la rue, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Les Ivoiriens sont très festifs, très accueillants. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Alors Jérémy, à la modération, on nous précise que c'était au Cameroun en 2021 voilà. Et en Égypte en 2019. Merci Jérémy, on avait les deux dernières. Pour ton œil attentif. Les copains, je vous souhaite quoi? Vous partez quand là? Vous partez le 2 février? Mercredi en 10. Ouais. On parle d'une dizaine de jours. Qu'est-ce qui serait opportun que moi et le chat vous souhaitions? Eh bien, si vous, vraiment... Déjà, on se voit au retour. Oui. Déjà, on se voit au retour pour débriefer. Et si vous entendez parler de ici, dans ce studio, avec vous, bien sûr. Complètement. Et si certains partent à la CAN, on serait ravis de vous rencontrer là-bas et de vous suivre. Dramond nous dit, mais ça n'a pas déjà commencé la CAN? Si, ça a déjà commencé. Bien sûr, les premiers matchs. C'est pour ça qu'ils y vont dans pas longtemps. Parce que ça dure combien de temps? Ça dure presque un mois. Ça dure presque un mois. Ça vient de commencer ce week-end, la cérémonie d'ouverture était samedi. Et puis ça court jusqu'au 12. Ça termine le 12, ouais. 12. Bon bah ramenez-nous de... Enfin le 11 au soir. 11 au soir. Ramenez-nous de belles choses, les amis. J'ai promis de vous libérer à l'heure, et puis la cantine ferme dans 20 minutes. Il est 13h57. Mais on a déjà mangé. Mais on peut retourner. Et moi je crève la dalle. 13h58, passé de 4 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Merci à tous les deux de vous être transportés, mais vous êtes dans la maison, donc c'était pas très compliqué. Avec plaisir. Vous n'étiez pas très loin. Dramond nous dit, il y a eu un gros bug de diffusion. Je ne sais pas. Ah oui, de la CAN peut-être. Oui. Ah oui, de la CAN. Tu m'as fait peur. Exactement. Je croyais que c'était pendant le stream. stream. Pendant le match du Sénégal, interruption de la diffusion, je crois à la 27e minute. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Problème de satellite, a dit la CAN. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de problème de diffusion. 13h58, 33 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui veulent le revoir, le réécouter, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat. Il y a Julot certainement qui va le mettre. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc, vous retrouverez tout ça dans un instant, dans une petite heure en réalité, en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve déjà demain soir avec Coprogramme. Avec quoi au programme, cher Mathis? Tiens, pardon. Du coup, demain, on se retrouve pour notre stream du jeudi, c'est 18h-20h pour un long stream. En première partie de l'émission, on parlera de la baisse des natalités en France selon les chiffres de l'INSEE hier. On parlera du fait de vouloir être ou de ne pas être parent en 2024. Et dans une seconde heure, on parlera des primaires américaines qui ont débuté avec Donald Trump qui a remporté les primaires républicaines dans l'Iowa. Donc c'est demain, 18h-20h. Merci Mathis, programmateur du stream. Merci aussi à Stéphanie au visuel, au 4e étage. Merci à Cyril à la réal qui est à ma droite, qui vous salue. Merci à vous, bien sûr, dans le chat. Merci aux nouveaux fidèles. Merci à toutes et tous. Rendez-vous donc demain, jeudi, de 18h à 20h pour 2 bonnes heures de stream ensemble. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, mais de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut et à demain.